Un jeune milliardaire entra dans une boulangerie un matin quand une pauvre petite fille s'approcha de lui et chuchota. « Monsieur, j'échangerai mes chaussures contre un morceau de gâteau. » Il regarda ses pieds. Et en voyant la même tache de naissance que sa fille disparue, il fondit en larmes, incapable de parler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jacques Cooper se réveilla au son de son réveil. 6 heures du matin. Une autre journée, comme les autres. Il s'assit au bord du lit et passa ses mains sur son visage. 3 ans que Callie avait disparu et chaque matin apportait toujours le même poids. Il se leva et ouvrit les rideaux. Le ciel était gris, promettant une matinée froide. Parfait. Cela correspondait à son humeur. La maison où il vivait s'était transformée en une sorte de refuge. Après la disparition de Callie, Jacques s'était retiré de tout et de tous. Il avait quitté son emploi au cabinet d'architecture, coupé le contact avec ses amis et évitait même ses voisins. Les gens ne comprenaient pas sa douleur, et il était fatigué d'entendre les clichés sur le temps et la guérison. 3 ans, et la douleur était toujours là, aussi vive qu'au premier jour. Le jour où Callie a disparu. Sur la table basse, le cadre avec la photo de Callie était retourné, face contre table. Jacques le mettait toujours ainsi avant d'aller dormir. Le matin, il le redressait, comme un rituel. Il prit le cadre et regarda l'image de sa fille. Des yeux d'un bleu éclatant, des cheveux bruns, un sourire dévoilant ses petites dents. 3 ans. C'était son âge quand elle a disparu. Jacques reposa le cadre à sa place et se dirigea vers la cuisine. Café. Il avait besoin de café. Le café moulu était déjà dans le filtre de la veille. Il appuya sur le bouton de la cafetière et attendit, appuyé contre le comptoir. « Assez » dit-il à voix haute dans la pièce vide. « Je ne reste pas à la maison aujourd'hui. » La décision fut soudaine. Ces derniers mois, il quittait rarement la maison, sauf pour les courses essentielles. Mais aujourd'hui, l'air semblait trop lourd, les murs trop proches. Il s'habilla rapidement, attrapa ses clés et sortit. Le froid le frappa comme une gifle. Jacques serra son manteau plus fort et se dirigea vers la voiture. Il n'avait aucune destination en tête. Il avait juste besoin de bouger. Il conduisit quelques pâtés de maison, la ville autour de lui s'éveillait lentement. Il réalisa qu'il avait faim. Depuis des jours, il mangeait mal. Café, sandwich rapide, tout ce qui demandait peu d'effort. Il s'arrêta devant une boulangerie qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Peut-être était-elle nouvelle dans le quartier, ou peut-être n'y avait-il simplement jamais prêté attention. Pain et compagnie, disait l'enseigne au-dessus de la boulangerie. Jacques se gara et entra. Une petite cloche sonna pour annoncer son arrivée. L'endroit était petit, accueillant, sentant le pain frais. Quelques tables en bois, un long comptoir vitré rempli de pâtisseries et de pain. « Bonjour. Que puis-je vous servir ?» demanda l'employé, une femme aux cheveux gris coiffée en chignon. Un grand café noir et un pain au fromage. Jacques s'assit près de la fenêtre. Le café arriva, brûlant. Il prit une gorgée, sentant la chaleur glisser dans sa gorge. Dehors, la ville commençait son rythme quotidien. Des gens pressés. Des voitures en mouvement. La vie normale. Une vie qui semblait se dérouler en parallèle de la sienne. La porte de la boulangerie s'ouvrit. Jacques n'aurait pas levé les yeux si ce n'était le son de la voix d'un enfant. Aigu et excité. Il se tourna automatiquement. C'était un réflexe qu'il avait développé au cours des 3 dernières années. Chaque fois qu'il entendait la voix d'un enfant, il devait regarder, toujours avec cette lueur d'espoir rapidement suivie par la déception. Une petite fille entra seule. Jacques regarda, surpris. Elle ne pouvait pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Bien trop petite pour errer sans adulte. Elle était visiblement sale. Cheveux bruns emmêlés. Des taches de saleté sur son visage. Des vêtements trop grands pour sa petite taille. Ses chaussures, vieilles et usées, semblaient sur le point de tomber en morceaux. L'enfant entra timidement, regardant autour d'elle avec un mélange de curiosité et de prudence. Ses yeux s'illuminèrent à la vue des vitrines de pâtisserie. Elle s'en approcha comme si elle voyait un trésor, appuyant ses petites mains sales contre la vitre. L'employé, qui venait de servir un autre client, remarqua la fille et fronça les sourcils. Les enfants seuls signifiaient généralement des ennuis. Elle s'approcha, gardant un sourire professionnel. « Puis-je t'aider, ma puce ?» demanda-t-elle en se penchant légèrement. Jacques observait la scène tout en feignant d'être concentré sur son café. La fille se mordit la lèvre, comme si elle pesait ses options. « Je regarde juste », dit-elle en reculant un peu de la vitrine, comme si elle avait peur d'être chassée.
Où est ta mère? Insista l'employé. Elle attend dehors, mentit l'enfant sans grande conviction. L'employé regarda vers la porte, puis de nouveau vers la fille. Il était évident qu'elle mentait. Jacques sentit un pincement d'inquiétude. Qui laisserait un enfant si jeune errer seul en ville? La fille commença à se promener dans la boulangerie, regardant les autres clients. Son regard s'attarda sur leurs assiettes et leurs tasses, observant ce que chaque personne mangeait. Jacques réalisa que l'enfant avait faim. Puis, à sa surprise, elle commença à marcher vers lui. Elle ne le regardait pas exactement, mais le pain au fromage sur l'assiette devant lui. Elle s'arrêta à environ 1 mètre et se contenta de fixer. Jacques sentit quelque chose remuer en lui. Un mélange de compassion et de curiosité. Pourquoi cette fille, parmi toutes les personnes dans la boulangerie, avait-elle choisi de l'approcher? « Salut », dit Jacques, brisant le silence. La fille sursauta légèrement, comme si elle était surprise à faire quelque chose de mal. Elle le regarda droit dans les yeux, et Jacques sentit un frisson parcourir son échine. Ses yeux étaient d'un bleu intense, presque irréel. Un bleu qu'il connaissait bien. « Salut », chuchota-t-elle en retour. « As-tu faim ?» demanda Jacques, indiquant du menton le pain au fromage qu'il n'avait pas encore touché. La fille ne répondit pas tout de suite. Elle semblait décider s'il fallait lui faire confiance. Finalement, elle fit quelques pas de plus. « Monsieur, dit-elle à voix basse, presque un murmure, j'échangerai mes chaussures contre un morceau de gâteau. » Jacques cligna des yeux, confus. « Quoi ?» La fille montra ses propres pieds, puis la vitrine. « Mes chaussures contre ce gâteau au chocolat. Celui avec le glaçage bleu. » Il y avait quelque chose de si sérieux dans sa façon de parler, comme si elle proposait un échange parfaitement normal. Jacques sentit un pincement au cœur. C'était une proposition si désespérée et pourtant si innocente. « Tu n'as pas à abandonner tes chaussures, » dit Jacques, sentant une boule dans sa gorge. « Je peux t'acheter un gâteau. » Le visage de la fille s'illumina instantanément. Pendant un moment, Jacques vit ce qui devait être son expression naturelle, libre de méfiance ou d'inquiétude. C'était un sourire radieux plein de petites dents. « Vraiment ?» demanda-t-elle, comme si elle n'arrivait pas à y croire. Jacques fit signe à l'employé, qui observait l'interaction avec un mélange de curiosité et de méfiance. « S'il vous plaît, apportez ce gâteau au chocolat avec le glaçage bleu pour la fille. » L'employé hésita un instant, mais finit par hocher la tête et alla chercher la commande. La fille resta debout, se balançant sur ses chaussures usées, comme si elle ne savait pas trop quoi faire. « Voudrais-tu t'asseoir ?» offrit Jacques, indiquant la chaise en face de lui. Elle hocha rapidement la tête et grimpa sur la chaise, s'asseyant sur le bord, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Léna » répondit-elle, les yeux toujours fixés sur la vitrine, attendant son gâteau. « Et toi ?»« Jacques. »« Jacques » répéta-t-elle, comme si elle testait le son. « Merci pour le gâteau, Jacques. » L'employé apporta la part. C'était une part généreuse de gâteau au chocolat avec un glaçage bleu vif. Les yeux de Léna s'écarquillèrent, comme si elle n'avait jamais rien vu d'aussi merveilleux de sa vie. « Vas-y » dit Jacques en poussant l'assiette vers elle. Léna n'eut besoin d'aucune autre incitation. Elle prit la fourchette, en coupa un morceau et le porta à sa bouche avec révérence. Elle ferma les yeux en le goûtant, savourant chaque particule de douceur. « C'est bon ?» demanda Jacques, souriant à l'expression de pur délice sur le visage de la fille. Elle se contenta d'hocher la tête, coupant déjà un autre morceau. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, comme si c'était peut-être la dernière. Jacques la regardait, ressentant une étrange familiarité dans la scène. La façon dont elle penchait légèrement la tête en mâchant, le mouvement de ses petites mains tenant la fourchette. Quelque chose en elle ravivait ses souvenirs. C'est alors qu'il remarqua. Pendant qu'elle mangeait, Léna balançait ses jambes. Le mouvement fit remonter un peu sa robe trop grande. Sur sa cheville gauche, il y avait une marque, une tache de naissance en forme de croissant. L'air se bloqua dans les poumons de Jacques. Son cœur sembla s'arrêter une seconde. La marque était identique, exactement identique à celle de Cali. Même forme, même taille, même endroit. Jacques sentit ses yeux le brûlèrent. Une larme glissa, puis une autre. Il ne put retenir les sanglots silencieux qui secouaient ses épaules. C'était la tache de naissance de Cali. Ce devait être elle. « Tu pleures ?» demanda Léna, se penchant pour mieux voir son visage. Jacques tenta de le cacher, mais c'était trop tard. Les larmes coulaient maintenant librement. « Je suis désolé, » dit-il en prenant une serviette. « Oh ! C'est juste que cette marque m'a rappelé quelque chose. »
Léna jeta un coup d'œil curieux à sa propre cheville. Ça, c'est ma tache de naissance. Maman dit qu'elle est spéciale, qu'elle ressemble à un croissant de lune dans le ciel. Elle sourit fièrement. Il n'y a que moi qui ai une marque comme ça. Jacques déglutit difficilement, essayant de contrôler les émotions menaçant de le submerger. La voix de Cali résonna dans sa mémoire. « Papa, regarde ma marque de lune. Elle est spéciale. » C'était exactement ce qu'il lui disait quand elle était petite. « Qu'est-ce que c'est sur ta cheville ?» demanda Jacques, la voix tremblante malgré ses efforts pour rester calme. Léna regarda de nouveau sa cheville. « C'est ma tache de naissance. Maman dit qu'elle ressemble à une lune. » Jacques déglutit. Sa main trembla en soulevant la tasse à ses lèvres. Le café était froid maintenant, mais il le remarqua à peine. « Tu habites près d'ici ?» demanda-t-il, essayant de retrouver son calme. « En quelque sorte, » répondit Léna, concentrée sur son gâteau, apparemment inconsciente de l'impact que ses paroles et sa présence avaient sur Jacques. Jacques étudia l'enfant plus attentivement. La forme de son visage, l'inclinaison de sa tête quand elle parlait, le geste de mettre ses cheveux derrière son oreille. Tout semblait si familier. Et ses yeux bleus. Personne d'autre n'avait des yeux de cette teinte exacte, sauf... Il devait garder son calme. Il était déjà passé par là. Pendant 3 ans, il avait vu sa fille dans chaque enfant qu'il croisait. La douleur de la déception, quand il réalisait son erreur, rendait toujours les choses pires. « Le gâteau est bon ?» demanda-t-il, essayant de paraître normal, bien que sa voix tremblât encore légèrement. « C'est le meilleur gâteau du monde » répondit Léna en léchant le glaçage bleu de ses doigts. Il y avait une tache bleue au coin de sa bouche, et elle ne semblait pas s'en soucier. Jacques voulait en demander plus. Qui était cette « maman » dont elle parlait? Où vivait-elle? Pourquoi était-elle seule? Mais il avait peur de la faire fuir, peur qu'elle ne s'enfuie et qu'il ne la revoie jamais. Léna finit de manger avec un plaisir évident, s'essuya la bouche avec une serviette et sourit à Jacques, un sourire qui semblait illuminer toute la boulangerie. « Je dois y aller maintenant. Maman attend. Ta mère est ici ?» Jacques regarda autour de lui, le cœur battant. Peut-être pourrait-il rencontrer cette femme. Lui parler. En savoir plus. « Non, elle est à la maison, » dit Léna en sautant de la chaise. « Merci pour le gâteau, Jacques. »« Attends. » Jacques faillit se lever. « Tu es seul? Tu veux que je te raccompagne ?» Léna sourit, comme amusée par son inquiétude. « Je marche toujours seule. Je connais le chemin. » Avant que Jacques ne puisse dire autre chose, elle fit un signe de la main et courut vers la porte. La petite cloche sonna alors qu'elle partait, sautillant joyeusement sur le trottoir comme si elle venait de recevoir le plus beau cadeau du monde. Jacques regarda par la fenêtre pendant qu'elle s'éloignait. Il la vit se retourner pour le regarder une dernière fois, faisant un signe de la main avant de tourner le coin et de disparaître de sa vue. L'image de la marque sur sa cheville était gravée dans son esprit. Devenait-il fou ou était-il possible que... Le souvenir le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Le jour où Cali a disparu. Il y a 3 ans. C'était un dimanche. Jacques était à la maison, travaillant sur un projet urgent. Diane, la babysitter, avait emmené Cali jouer au parc Riverside, à seulement 2 pâtés de maison. C'était un endroit sûr et familier où ils allaient presque tous les week-ends. Cali adorait ce parc. « Je serai de retour dans 1 heure », avait dit Diane avant de partir avec la petite fille, qui portait Rosie, sa poupée de chiffon inséparable et une nouvelle salopette en jean. Jacques remarqua à peine le temps passé, plongé dans son travail. Ce n'est que lorsque le téléphone sonna qu'il réalisa que plus de 2 heures s'étaient écoulées. « Jacques !» La voix de Diane tremblait. « Je ne trouve pas Cali. » Le monde sembla ralentir. « Comment ça, tu ne la trouves pas ?» Elle était dans le bac à sable, jouant avec d'autres enfants. J'étais assise sur un banc tout près. Je jure que ce n'était qu'1 minute. Quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu. La panique fut immédiate. Recherche, cris, la police. Puis vinrent les jours d'enquête, les semaines d'angoisse, les mois de recherches infructueuses. Tout ce qu'ils trouvèrent fut Rosie, la poupée, gisant sur un chemin menant hors du parc. Jacques gardait Rosie dans une boîte dans sa chambre. Parfois, quand la douleur devenait insupportable, il ouvrait la boîte juste pour sentir l'odeur persistante qui s'accrochait encore au tissu. Le bruit de la boulangerie le ramena au présent. Le café dans sa tasse était froid. Jacques le fixa un moment, réalisant que quelque chose avait changé en lui. La tache de naissance, ses yeux bleus, la façon dont elle penchait la tête quand elle parlait. Et maintenant, marchant seule dans la rue. Une petite fille seule en ville.
Où allait-elle? Avec qui vivait-elle? Jacques laissa de l'argent sur la table et sortit dans la rue. Il regarda dans les deux directions. Mais Léna était déjà partie. Le froid ne semblait plus si dur. Il devait la retrouver. Il devait en savoir plus. Surtout, il devait contrôler l'espoir dangereux qui commençait à grandir dans sa poitrine. Pour la première fois en 3 ans, Jacques ressentit autre chose que le vide. C'était une sensation étrange, presque oubliée, un mélange d'agitation et de détermination. Jacques leva les yeux vers le ciel gris. Les nuages semblaient un peu moins lourds maintenant, et un rayon de soleil tentait de percer. Un nouveau jour commençait à peine. Depuis sa rencontre avec Léna à la boulangerie, la vie de Jacques avait changé. Ce n'était pas un changement visible de l'extérieur. Sa maison était la même. Son visage portait encore les marques de 3 ans d'épuisement et de douleur. Le changement était intérieur, comme une petite braise refusant de s'éteindre. Le lendemain matin de leur rencontre, Jacques se réveilla tôt. Il avait mal dormi, tourmenté par des rêves où il voyait Cali courir dans un dédale de rue, toujours une longueur d'avance sur lui. Il but son café, s'habilla et se dirigea vers la boulangerie. Il ne savait pas si Léna reviendrait, mais il devait essayer. Il arriva à 7h30 du matin et s'assit à la même table que la veille. Il commanda un café et surveilla la porte, attendant que la petite cloche sonne et annonce l'arrivée de la fille aux yeux bleus. Mais elle n'apparut pas. Il resta là jusqu'à 10h, buvant tasse après tasse de café, feuilletant un journal qu'il ne lisait pas vraiment. Aucun signe de Léna. Il décida d'essayer à nouveau le lendemain. Le lendemain matin, il répéta la routine, et le jour suivant, et le suivant. Après 5 jours, l'employé le regardait déjà avec familiarité et une pointe de pitié. Le 6e jour, elle s'approcha de sa table. « Attendez-vous quelqu'un, monsieur ?» Jacques hésita. Une petite fille. Elle était ici il y a presque une semaine. Cheveux bruns, yeux bleus. L'employé fronça les sourcils. « Oh, cet enfant sale à qui vous avez acheté un gâteau? Je ne l'ai pas revu depuis. » Jacques hocha la tête, déçu. « Si elle revient, pourriez-vous me le faire savoir? Je m'appelle Jacques Couper. » Il écrivit son numéro de téléphone sur une serviette en papier. « C'est important. » La femme prit la serviette avec une expression lasse. « C'est ma nièce, » mentit Jacques, se sentant coupable. « Nous sommes inquiets. Elle a fugué. » Le mensonge sembla fonctionner. L'expression de l'employé s'adoucit. « Bien sûr, monsieur Couper. Si elle revient, je vous appellerai. » Jacques la remercia et partit. Il resta longtemps assis dans sa voiture, fixant le vide. Peut-être devenait-il fou. Peut-être avait-il imaginé la ressemblance, la tache de naissance. Peut-être était-ce juste son désespoir créant des liens là où il n'y en avait pas. Mais il ne pouvait pas chasser Léna de son esprit, sa façon de parler, comment elle penchait légèrement la tête quand elle souriait, et cette marque, identique à celle de Cali. Le jour suivant, au lieu d'attendre simplement à la boulangerie, il décida de se promener dans le quartier. Peut-être la fille vivait-elle à proximité. Il arpenta les rues avoisinantes, observant chaque enfant qui passait. Il entra dans les marchés, les petits magasins, demanda dans les écoles locales s'il connaissait une fille nommée Léna. Rien. Après une semaine de recherches infructueuses, Jacques décida qu'il avait besoin d'une aide professionnelle. Il téléphona à Leonard Walters, un détective privé qui l'avait aidé dans la recherche de Cali des années auparavant. Ils se rencontrèrent au bureau de Walters, un petit espace désorganisé qui respirait la compétence. Le détective, un homme dans la cinquantaine aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, écouta attentivement pendant que Jacques décrivait sa rencontre avec Léna. « Jacques, dit-il quand l'autre homme eut fini, je comprends ce que vous ressentez, mais je dois être honnête. Vous vous raccrochez au moindre espoir. J'ai vu la tache de naissance, Léo. Identique à celle de Cali. » Walters soupira. « Les taches de naissance ne sont pas si rares. Et après 3 ans, vous savez combien c'est difficile, si elle a été enlevée, si elle est maintenant dans une autre famille. » « Je ne demande pas votre avis, » interrompit Jacques, plus durement qu'il ne l'avait voulu. « Je veux que vous la trouviez. C'est tout. » Le détective hocha la tête, sans s'offusquer. Il connaissait la douleur que cet homme portait. « J'aurais besoin d'une description détaillée, » dit-il. « Âge approximatif, traits physiques, vêtements qu'elle portait, tout ce dont vous vous souvenez. » Jacques fournit chaque détail dont il pouvait se souvenir. Léna semblait avoir 6 ou 7 ans, ce qui correspondait à l'âge qu'aurait Cali maintenant. Cheveux bruns, yeux d'un bleu intense. Elle portait une robe trop grande, probablement d'occasion. Ses chaussures étaient vieilles et usées.
Elle était sale, comme si elle avait joué dans la terre. Et la tache de naissance sur sa cheville gauche, en forme de croissant de lune, d'environ 1,5 cm de long. Walters nota tout, promettant de commencer l'enquête immédiatement. Il demanda une avance, que Jacques remit sans hésitation. L'argent n'était pas un problème. Il ne l'avait jamais été. Je vérifierai les écoles locales, les refuges, les services sociaux. Si elle est enregistrée quelque part, je la trouverai. Jacques le remercia et quitta le bureau avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Une partie de lui voulait croire qu'il trouverait enfin Cali. Une autre partie craignait de découvrir qu'il ne chassait que des fantômes. Les jours suivants furent une torture. Jacques continuait d'aller à la boulangerie tous les matins, attendant des heures sans résultat. Walter s'appelait quotidiennement avec des mises à jour sur ses recherches, mais il n'y avait rien de concret. Aucune fille correspondant à cette description dans les écoles voisines. Aucun dossier dans les services sociaux. Après 10 jours de recherche, le détective suggéra d'élargir la zone. Peut-être la fille ne vivait-elle pas dans le quartier. Peut-être était-elle juste de passage ce jour-là. J'aurais besoin de plus de ressources, dit Walters. Et plus de temps, accepta Jacques sans hésitation, mais la frustration montait en lui. La petite braise d'espoir menaçait de s'éteindre à nouveau. Le 13e jour après sa rencontre avec Lena, Jacques décida de changer sa routine. Au lieu d'aller à la boulangerie, il alla au parc Riverside, l'endroit où Cali avait disparu. Il n'y était pas retourné depuis ce jour tragique. C'était comme une blessure qu'il évitait de toucher. Le parc n'avait pas beaucoup changé. La même aire de jeu, les mêmes bancs, les mêmes arbres, maintenant plus grands. Jacques s'assit sur un banc, à l'écart de la foule, regardant les enfants jouer. Une douleur sourde pulsait dans sa poitrine. Il aurait dû passer plus de temps avec Cali. Il aurait dû chérir chaque instant. Et puis la vie. De l'autre côté du parc, assise seule sur l'herbe, c'était Lena. Elle portait une robe différente, mais tout aussi trop grande. Ses cheveux semblaient avoir été peignés, mais ils étaient toujours en désordre. Elle dessinait sur le sol avec un bâton, complètement absorbée. Le cœur de Jacques s'emballa. Pendant un moment, il fut paralysé, craignant qu'elle ne disparaisse s'il clignait des yeux. Il prit une profonde inspiration et se leva, marchant lentement vers elle, craignant de l'effrayer. Quand il ne fut plus qu'à quelques pas, Lena leva les yeux. Ses yeux bleus, si familiers, si douloureusement similaires à ceux de Cali, s'illuminèrent d'un sourire. « Salut Jacques », elle se souvenait de son nom. Quelque chose en lui se réchauffa. « Salut Lena », répondit-il, essayant de garder sa voix stable. « Quelle coïncidence de te voir ici !» Elle haussa les épaules, comme si rencontrer des connaissances dans des endroits aléatoires était la chose la plus normale du monde. « Tu as disparu », dit-il, s'asseyant sur l'herbe à une courte distance d'elle, soucieux de ne pas l'envahir. « Je suis retourné à la boulangerie pendant des jours. »« Nous n'y allons pas souvent », expliqua Lena, retournant à ses gribouillis sur le sol avec son bâton. Tante Mara dit qu'on ne peut pas gaspiller d'argent pour des bêtises. Jacques regarda ce qu'elle dessinait. Cela semblait être une maison, avec un soleil souriant et 3 bonshommes allumettes devant. « C'est ta maison ?» demanda-t-il. Lena hocha la tête. « Ça, c'est moi », dit-elle en montrant la plus petite silhouette. « Ça, c'est tante Mara, et ça, c'est oncle Walt. »« C'est ta famille ?» La fille resta silencieuse un moment, comme si elle considérait la question. « En quelque sorte. Il s'occupe de moi. » Jacques sentit un pincement au cœur. Il voulait poser 1000 questions, mais craignait de l'effrayer ou de paraître suspect. « Viens-tu souvent dans ce parc ?» essaya-t-il, gardant un ton décontracté. « Quand il fait beau, oui. » Elle pencha le visage vers le ciel, plissant les yeux à la lumière. « Tante Mara travaille là-bas. » Elle montra un immeuble de l'autre côté de la rue. « Parfois, quand elle est occupée, je reste ici jusqu'à ce qu'elle ait fini. » « Toute seule ?» Jacques ne put cacher son inquiétude. Lena haussa les épaules. « J'ai l'habitude. Elle regarde toujours par cette fenêtre, » dit-elle en montrant une des fenêtres de l'immeuble. « Je sais me débrouiller. » Il y avait une indépendance forcée chez cet enfant qui brisa le cœur de Jacques. Quel genre de vie menait-elle ? Qui était exactement cette tante et cet oncle dont elle parlait ? « Et aimes-tu vivre avec tante Mara et oncle Walt ?» demanda-t-il, essayant de ne pas paraître indiscret. Lena sembla y réfléchir. « Ils sont gentils avec moi. Tante Mara s'assure que je me lave tous les jours et me coiffe les cheveux. Oncle Walt me raconte des histoires avant de dormir. » Elle marqua une pause. « Mais parfois, nous n'avons pas à manger. Papa, oncle Walt est au chômage. » Le cœur de Jacques rata un battement. « Papa ?»
C'est comme ça qu'oncle Walt m'a demandé de l'appeler, expliqua Lena sans lever les yeux de son dessin. Il a dit, chaque enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Une boule se forma dans la gorge de Jacques. L'idée que quelqu'un d'autre soit appelé papa par sa fille, si elle était vraiment sa fille, le poignarda de douleur. Te souviens-tu de quelque chose? D'avant de vivre avec eux? La question lui échappa avant qu'il ne puisse se retenir. Lena arrêta de dessiner et le regarda avec une expression confuse. Que veux-tu dire? Jacques déglutit. As-tu toujours vécu avec eux? Depuis que tu es bébé? Lena fronça les sourcils comme si elle essayait de se souvenir. Je ne sais pas, répondit-elle finalement. Mais tante Mara dit qu'elle m'a trouvé quand j'étais toute petite. Le cœur de Jacques battait la chamade. Elle t'a trouvé où? La fille haussa de nouveau les épaules. Je ne sais pas. Je n'ai jamais demandé. Jacques prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Il ne pouvait pas submerger Lena avec trop de questions d'un coup. Tu aimes dessiner? Commenta-t-il, changeant de sujet. Son visage s'illumina. Oui. Ma maîtresse dit que je suis doué. Regarde. Elle lui montra fièrement le dessin de la maison et de la famille. Jacques sourit sincèrement, touché. C'est très bien. Ils restèrent silencieux un moment. Lena absorbée par son dessin, Jacques la regardant avec un mélange d'espoir et de peur. As-tu des jouets? Demanda-t-il, se souvenant de Rosie, la poupée de chiffon qu'il avait gardée toutes ces années. Son sourire s'estompa légèrement. Pas beaucoup. Oncle Walt m'a fait un cheval-bâton. Et nous avons un vieux ballon. Et des poupées? Elle secoua la tête. Non. Tante Mara a dit qu'elle m'en achèterait une pour mon anniversaire si on a de l'argent. Ses yeux pétillèrent d'espoir. Je veux une poupée de chiffon. Une avec une petite robe et des cheveux en laine. Le cœur de Jacques faillit s'arrêter. C'était exactement à ça que ressemblait Rosie. As-tu déjà eu une poupée comme ça avant? Demanda-t-il, la voix tremblante. Lena interrompit son dessin et regarda au loin, comme si elle essayait d'extraire un souvenir d'un endroit brumeux. Je crois que oui, dit-elle enfin. Parfois, je rêve d'une poupée avec une robe rouge. Rosie portait une robe rouge. Jacques ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la vague d'émotions. Quand il les rouvrit, il vit Lena le regarder curieusement. « Es-tu encore triste ?» Il essaya de sourire. « Non. Ça va. Je me suis juste souvenu de quelque chose. » Lena hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement et retourna à son dessin. Jacques la regarda en silence, notant chaque petit geste, chaque expression. Il était plus convaincu que jamais que c'était Callie, sa fille. Mais comment l'approcher? Comment lui dire la vérité sans l'effrayer ou causer des problèmes avec les gens qui s'étaient occupés d'elle ces 3 dernières années? Et s'il se trompait? Et si ce n'était qu'une cruelle coïncidence, une fille qui ressemblait à sa fille perdue? Lena, dit-il finalement, prudemment. Penses-tu que tu pourrais m'emmener rencontrer tante Mara et oncle Walt? J'aimerais leur parler. La fille eut l'air surprise. Pourquoi? Jacques réfléchit rapidement. Eh bien, tu as dit que ton père est au chômage? Je connais des gens qui pourraient l'aider à trouver un emploi. Ce n'était pas exactement un mensonge. Si Walt avait vraiment besoin de travail, Jacques pouvait aider. Mais son objectif principal était de rencontrer les personnes qui élevaient, voire avaient peut-être kidnappé ou sa fille. Lena réfléchit à l'offre un moment, puis sourit. Tante Mara sera contente. Elle dit toujours qu'on a besoin d'un miracle. Sais-tu où elle travaille? Demanda Jacques, regardant l'immeuble que Lena avait montré plus tôt. Oui, elle nettoie des bureaux. Elle aura bientôt fini. Lena regarda le soleil. Elle vient toujours me chercher quand le soleil est juste là. Jacques hocha la tête, un mélange d'anxiété et d'espoir tourbillonnant en lui. Il rencontrerait enfin les personnes qui avaient été avec sa fille pendant 3 ans. Si Lena était vraiment Callie? Je peux t'accompagner chez nous demain, proposa Lena. C'est un peu loin, mais je connais le chemin. Jacques hésita. Il ne voulait pas attendre jusqu'au lendemain. Il craignait que la fille ne disparaisse à nouveau. D'un autre côté, peut-être valait-il mieux parler d'abord à Walters, se préparer plus minutieusement. Ce serait super, dit-il enfin. On peut se retrouver ici même, sur ce banc, demain matin. Lena hocha la tête en souriant. D'accord. Oncle Walt sera là aussi. Il est toujours à la maison. Jacques sourit, essayant de cacher la tempête d'émotions qui faisait rage en lui. La poupée disparue, Rosie, qu'il avait toujours intacte, le fit sombrer dans un profond silence.
Comment dirait-il à cet enfant qu'il croyait être son vrai père? Comment expliquerait-il 3 ans de séparation? Comment gérerait-il les personnes qu'il avait élevées tout ce temps? Je dois y aller, dit soudain Léna en se levant. Tante Mara arrive. Jacques regarda vers l'immeuble et vit une femme sortir de la porte principale. C'était la même femme de la boulangerie, mince, l'air fatigué, mais vêtue proprement. À demain alors, dit-il en se levant aussi. Léna fit un signe de la main et courut vers la femme. Jacques la regarda partir, le cœur lourd d'espoir et de peur. La fille regarda en arrière une dernière fois et fit un signe de la main avant de prendre la main de Mara. Demain, pensa Jacques. Demain sera peut-être le jour où j'aurai enfin des réponses, ou le jour où je perdrai tout espoir pour toujours. Jacques se réveilla avant son réveil. Il avait mal dormi, se tournant et se retournant pendant des heures, pensant à la rencontre avec Léna. Aujourd'hui, il rencontrerait les personnes qui élevaient la fille depuis 3 ans. Il devait garder son calme. Aller doucement. Il ne pouvait pas débarquer en les accusant d'avoir enlevé sa fille. Il se leva et s'habilla soigneusement. Il voulait faire bonne impression. Il choisit des vêtements simples mais de bonne qualité, jean foncé, chemise bleue, chaussures cirées. Il ne voulait pas paraître riche, mais il ne voulait pas non plus avoir l'air négligé. En allant au parc, il s'arrêta à la même boulangerie où il avait rencontré Léna pour la première fois. Il était déjà un visage familier là-bas. L'employé sourit en le voyant. « Bonjour, monsieur Cooper. »« Bonjour. J'aimerais prendre un gâteau. Au chocolat avec glaçage bleu, si vous en avez. » Les yeux de la femme montrèrent de la reconnaissance. C'était le même gâteau qu'il avait acheté pour Léna. Elle hocha la tête et le sortit de la vitrine. « Avez-vous retrouvé votre nièce ?» demanda-t-elle en emballant le gâteau. Jacques hésita un moment. « Oui, merci de demander. » Il paya le gâteau et se dirigea vers le parc, plaçant la boîte soigneusement sur le siège passager. La journée était claire, bien que froide. Jacques se gara et se dirigea vers le même banc où il avait parlé à Léna la veille. Il s'assit avec le gâteau sur ses genoux et attendit. À 9h30, il vit Léna s'approcher sur le chemin de pierre. Elle courait, les cheveux volant au vent. Quand elle vit Jacques, elle éclata d'un grand sourire et fit un signe de la main. Elle portait une robe différente cette fois, un peu moins usée, mais toujours trop grande pour elle. « Salut Jacques », dit-elle en s'arrêtant devant lui, légèrement essoufflée. « Désolé, je suis en retard. » Oncle Walt a mis une éternité à se réveiller. « Pas de problème », dit-il avec un sourire. « Je t'ai apporté quelque chose. » Les yeux bleus de Léna s'illuminèrent à la vue de la boîte de la boulangerie. « C'est un gâteau ?» Jacques hocha la tête et lui tendit la boîte. Elle l'ouvrit soigneusement, comme si c'était un trésor. Quand elle vit le gâteau au chocolat avec le glaçage bleu, elle laissa échapper un hoquet de joie. Comme la dernière fois. « Merci Jacques. J'ai pensé que tu pourrais le partager avec ta famille, » dit-il. Léna referma doucement la boîte. « Je le garderai pour après le déjeuner. Tante Mara dit que les sucreries avant les repas coupent l'appétit. » Jacques sourit. Cette tante Mara semblait prendre soin de la fille, malgré tout. « Allons-y » demanda-t-il. « J'ai hâte de voir ta maison. » Léna hocha la tête et commença à marcher, tenant fermement la boîte à gâteaux. Jacques suivit, essayant de contrôler sa nervosité. Il suivait un enfant qu'il croyait être sa fille disparue, se dirigeant vers la maison de personnes qu'il avait peut-être kidnappées. Ou peut-être pas. Peut-être étaient-ils de bonnes personnes qui avaient trouvé un enfant perdu et s'en étaient occupés toutes ces années. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Ils marchèrent environ 20 minutes, s'éloignant du quartier central. Les rues devinrent progressivement plus délabrées. Les bâtiments plus anciens et en moins bon état. Ils entrèrent dans un quartier clairement plus pauvre, avec de petits commerces aux façades usées et des maisons simples. « C'est juste là », dit Léna en montrant un petit immeuble d'appartement. C'était un bâtiment de 3 étages avec une peinture écaillée, mais il avait l'air propre. Le minuscule jardin devant, bien que petit, avait des fleurs bien entretenues. Léna conduisit Jacques par un escalier latéral jusqu'au 3e étage. Elle s'arrêta devant une porte verte avec le numéro 302 peint à la main. « Nous y sommes », annonça-t-elle en ouvrant la porte sans frapper. « Tante Mara, j'ai amené un visiteur. » Jacques prit une profonde inspiration et entra dans l'appartement. C'était petit, mais propre et organisé. Le salon et la cuisine partageaient le même espace. Des meubles simples, certains clairement d'occasion, mais tout était en ordre. Sur les murs, quelques dessins d'enfants scotchés, probablement l'œuvre de Léna. Une femme sortit d'une autre pièce.
C'était la même femme que Jacques avait vue à la boulangerie et au parc. Mince, fatiguée, ses cheveux bruns tirés en arrière en un chignon désordonné. Elle portait un tablier taché de produits de nettoyage et parut surprise de voir un étranger chez elle. « Bonjour », dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier, visiblement nerveuse. « Léna, qui est cet homme ?»« C'est Jacques », répondit joyeusement la fille en posant le gâteau sur la table. « Il m'a acheté un gâteau à la boulangerie, tu te souviens ? Et il m'a trouvé au parc hier. Il a dit qu'il peut aider oncle Walt à trouver du travail. » Mara lança à Jacques un regard suspicieux, qu'il rencontra avec un sourire poli. « Jacques Cooper », se présenta-t-il. « Pardonnez l'intrusion, mais j'ai rencontré Léna par hasard et elle m'a parlé de la situation de votre famille. » Mara lui serra brièvement la main. « Mara Winters. C'est chez nous. » Puis, se tournant vers Léna, « Ma puce, va chercher oncle Walt. Il est dans la chambre. » La fille s'élança vers l'autre pièce. Jacques et Mara restèrent seuls dans le salon, un silence gênant entre eux. « Je veux être clair », commença Mara, la voix ferme malgré sa nervosité. « Nous n'acceptons pas la charité. Si vous êtes ici par pitié, vous pouvez partir. » Jacques secoua la tête. « Ce n'est pas de la charité. Je peux vraiment aider pour l'emploi. J'ai quelques contacts. » Avant que Mara ne puisse répondre, Léna revint, tirant un homme grand et mince. Il avait l'air d'avoir environ 40 ans, avec des mèches grises dans les cheveux et une barbe de quelques jours. Il semblait fatigué, avec des cernes profonds sous les yeux, mais il y avait de la gentillesse dans son regard. « Oncle Walt, c'est Jacques », s'exclama Léna. L'homme regarda Jacques avec méfiance, puis Mara, comme pour demander une explication. « C'est Walter Winters, mon mari », dit Mara. « Walt, voici Jacques Cooper. » Apparemment, il a rencontré Léna à la boulangerie. Les deux hommes se serrèrent fermement la main. Jacques sentit les paumes calleuses de Walter, des mains qui avaient clairement connu le travail dur. « Léna a dit que vous cherchiez du travail », commenta Jacques. Walter grimaça. « Je cherche depuis des mois. Je travaillais dans la construction, mais le dernier chantier a fermé. On s'en sort avec le salaire de Mara pour le nettoyage. » Mara semblait mal à l'aise avec la conversation. « Pourquoi ne pas nous asseoir ? Je vais faire du café. » Jacques accepta l'invitation et s'assit sur le canapé usé. Léna s'assit à côté de lui, excitée par le visiteur. Walter s'appuya contre le mur, observant l'étranger avec lassitude. Pendant que Mara préparait le café, Jacques jeta un coup d'œil autour de lui, observant les détails de la maison de la famille. Il y avait des photos sur le mur, peu nombreuses mais soigneusement placées. Sur l'une, Mara tenait une Léna plus jeune, peut-être vers 4 ans, apparemment lors d'une fête d'anniversaire avec un petit gâteau devant elle. « Léna a dit qu'elle était avec vous depuis un bon moment », commenta Jacques avec désinvolture. Walter et Mara échangèrent un rapide regard. La tension emplit l'air. « Oui », répondit finalement Mara en apportant le café. « Presque 3 ans. » Le cœur de Jacques s'accéléra. Ce délai correspondait exactement à la disparition de Cali. « Comment est-elle venue vivre avec vous ?» demanda-t-il, essayant de ne pas paraître trop impatient. Autre échange silencieux entre le couple. Mara posa les tasses de café et prit une profonde inspiration. « J'ai trouvé Léna seule dans une station de métro abandonnée, » dit-elle. « La ligne sud, désaffectée depuis des années. Je nettoyais là-bas. Parfois, ils programment des inspections. » Elle se cachait dans un coin, effrayée, sale, affamée. Jacques sentit une boule dans son estomac, imaginant Cali, si c'était vraiment elle ou perdue, seule, à seulement 3 ans. « Vous a-t-elle dit son nom ?» demanda-t-il. Mara secoua la tête. Elle parlait à peine. Elle était si petite. Je lui ai demandé son nom encore et encore, mais tout ce qu'elle disait, c'est qu'elle voulait rentrer chez elle, qu'elle voulait son papa. « Nous avons pensé aller à la police », ajouta Walter doucement, comme s'il confessait quelque chose de honteux. « Mais nous avions peur. Nous étions pauvres, n'avions pas tous nos papiers en règle. Nous avions peur qu'il pense que nous l'avions kidnappé. Ou pire, qu'il l'emmène dans un foyer. » Mara dit, « Vous n'avez aucune idée de ce que peuvent être ces endroits, monsieur Cooper. » « Alors vous avez décidé de l'élever, » conclut Jacques, essayant de garder une voix neutre. « Nous lui avons donné un nom, » dit Mara. « Léna. » C'était le nom de la mère de Walter. Jacques eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Il n'avait jamais contacté d'aide officielle. Pendant qu'il retournait la ville à la recherche de Cali, apparaissant à la télévision, distribuant des tracts, offrant des récompenses, sa fille était à quelques kilomètres de là, avec un nouveau nom et une nouvelle famille.
n'avez-vous jamais vu d'avis de recherche d'enfants disparus, demanda-t-il, luttant pour garder un ton calme. Mara détourna le regard. Au début, nous avons vérifié les journaux. Mais les enfants disparus montrés ne lui ressemblaient jamais exactement. Et après un certain temps, elle était déjà notre fille, termina Walter. Je sais que ce n'était pas bien, Monsieur Cooper. Mais nous sommes des gens simples. Nous avons toujours voulu un enfant. Quand Lena est entrée dans nos vies, cela nous a semblé un cadeau du destin. Lena, qui jouait avec une petite balle en tissu sur le sol, semblait inconsciente de la tension dans la pièce. Jacques l'observa, notant à quel point elle semblait à l'aise chez elle. Ces gens s'étaient occupés d'elle avec amour pendant 3 ans. Ils lui avaient donné un foyer, un nom, une famille. Je comprends, dit Jacques, essayant de tout assimiler. Et vous n'avez jamais vu d'annonce concernant une fille disparue? Mara fronça les sourcils, clairement mal à l'aise avec la question. Nous en avons vu quelques-unes, oui, mais aucune qui lui ressemblait exactement. Et pour être honnête, après un certain temps, nous avons arrêté de chercher. Elle était notre fille maintenant. Je sais que ce n'était pas bien, admit Walter. Nous aurions pu chercher davantage, mais nous sommes des gens simples, Monsieur Cooper. Nous avons toujours voulu une fille. Quand Lena est arrivée, cela nous a semblé un miracle. Jacques hocha la tête, comprenant plus qu'il ne le réalisait. Que devait-il faire maintenant? Révéler qu'il croyait être le père biologique de Lena? Appeler la police? Ou simplement partir et laisser la fille avec la famille qu'il avait aimée et soignée? Il regarda Lena, qui donnait maintenant des coups de pied dans un petit ballon improvisé, apparemment indifférente à la tension dans la pièce. Il ne pouvait pas simplement la leur enlever. Il ne pouvait pas la traumatiser à nouveau. Mais il ne pouvait pas non plus partir. Pas maintenant qu'il l'avait trouvée. À propos du travail, dit Jacques, décidant de retenir l'information pour l'instant. Je connais des gens dans la construction. Je peux passer quelques appels si cela vous intéresse. Walter eut l'air surpris. Bien sûr que ça m'intéresse. Tout travail honnête aiderait en ce moment. Jacques sortit une carte avec son numéro de sa poche. Appelez-moi demain. Je verrai ce que je peux faire. Mara regarda la carte avec méfiance. Pourquoi nous aidez-vous? Vous nous connaissez à peine. Jacques regarda de nouveau Lena. Disons simplement que je sais à quel point il est important d'avoir une famille heureuse. Il se leva, se préparant à partir. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour planifier sa prochaine étape. Les confronter maintenant, sans preuve solide, pourrait être désastreux. Merci pour le café, dit-il. Et Lena, merci de m'avoir montré ta maison. La fille sourit. Reviendras-tu? Le cœur de Jacques se serra. Si ta tante et ton oncle me le permettent, oui. Walter et Mara échangèrent des regards. Après un moment, Walter tendit la main. Vous serez le bienvenu, surtout si vous avez des nouvelles pour un travail. Jacques dit au revoir et quitta l'appartement, l'esprit tourbillonnant. En descendant les escaliers, il essaya d'organiser ses pensées. Ces gens avaient bien pris soin de Lena. Ils ne semblaient pas être des kidnappeurs ou des criminels, juste un couple simple qui avait trouvé un enfant abandonné et avait décidé de l'élever comme le leur. Mais cela ne changeait rien au fait que Lena, avec sa tache de naissance identique, ses yeux bleus, ses gestes familiers, était très probablement Callie, sa fille. En montant dans sa voiture, Jacques prit une décision. Il trouverait des preuves concrètes. Un test ADN confirmerait tout. Et puis, doucement, il trouverait un moyen de révéler la vérité à Lena et au couple qu'il avait élevé, sans détruire ce qu'ils avaient construit ensemble au cours des 3 dernières années. Parce que, par-dessus tout, Jacques voulait le bonheur de sa fille. Même si cela signifiait la partager avec Walter et Mara Winters. Jacques conduisit lentement à travers la ville. La rencontre avec Mara et Walter l'avait profondément secoué. S'il disait la vérité ou et son instinct lui disait que oui, ils n'étaient pas des kidnappeurs ou des criminels, juste des gens simples qui avaient trouvé une petite fille perdue, par peur ou par opportunité, avaient choisi de l'élever comme la leur. Le soleil se couchait quand il arriva chez lui. Il entra et jeta ses clés sur la table. La maison semblait différente maintenant, moins vide en quelque sorte, comme si l'espoir avait pris forme et rempli les espaces vacants. Il se dirigea directement vers la chambre. Il ouvrit le placard et écarta quelques vêtements. Au fond, il y avait une boîte en bois sombre avec des détails sculptés à la main. Jacques l'avait achetée peu après la disparition de Callie, spécifiquement pour y ranger ses souvenirs. Il sortit soigneusement la boîte et la posa sur le lit. Il resta assis là quelques instants, regardant simplement le couvercle fermé.
À l'intérieur se trouvaient ses souvenirs les plus douloureux et les plus précieux. Il prit une profonde inspiration et souleva le couvercle. Le premier objet était une photo, Cali lors de son 3e anniversaire, quelques mois avant sa disparition. Elle portait une robe jaune et soufflait les bougies d'un petit gâteau. Ses yeux bleus pétillaient d'excitation. Jacques traça le contour de son visage avec son doigt. La même forme que les yeux de Léna, le même sourire. Il sortit d'autres photos. Cali nouveau-né dans les bras de sa mère à l'hôpital. Cali à 1 an, faisant ses premiers pas. Cali à la plage, construisant un château de sable. Sur chaque image, il cherchait des ressemblances avec Léna, ses traits du visage, ses expressions, son sourire. Ensuite, il sortit son acte de naissance. Cali Ann Cooper, née le 12 mai. Il fit un calcul rapide. Si Léna était Cali, elle aurait maintenant 6 ans, bientôt 7. Cela correspondait à l'âge apparent de la fille. Puis il sortit une petite enveloppe. À l'intérieur, une mèche de cheveux, la première coupe de Cali quand elle avait eu 1 an. Brun clair, presque blond. Les cheveux de Léna étaient plus foncés maintenant, mais il était courant que les cheveux des enfants foncent avec le temps. Enfin, au fond de la boîte, enveloppée dans un tissu de coton, se trouvait Rosie, la poupée de chiffon que Cali emportait partout. La seule chose retrouvée le jour de sa disparition. Jacques la tint soigneusement, comme si elle était fragile et précieuse. C'était une poupée simple, faite à la main, cheveux en laine teints en rouge, une robe rouge à pois blancs, des yeux en bouton. Des années plus tôt, Hélène, la mère de Cali, l'avait cousue pour sa fille pendant sa grossesse. Après la mort d'Hélène en couche, la poupée était devenue un lien spécial entre mère et fille. Rosie avait été découverte sur un chemin latéral dans le parc, loin de l'aire de jeu, comme si elle avait été lâchée lors d'une lutte ou en courant. C'était le premier indice que Cali ne s'était pas simplement égarée. Quelqu'un l'avait emmenée. Jacques passa ses doigts sur le tissu usé de la poupée. Après 3 ans, l'odeur de Cali avait disparu, mais les souvenirs restaient. Il se rappela comment elle serrait Rosie au coucher, comment elle chuchotait des secrets à la poupée que même lui ne pouvait entendre. Léna avait mentionné rêver d'une poupée en robe rouge. Se pouvait-il que, même après tout ce temps, le souvenir de Rosie persista quelque part dans son esprit? Il plaça la poupée à côté de la photo la plus récente de Cali et compara les détails. Les yeux de Cali avaient le même bleu intense que ceux de Léna, la forme de son visage, les pommettes hautes, le petit nez retroussé. Tout correspondait. Et bien sûr, la tache de naissance en forme de croissant sur sa cheville gauche. Mais était-ce suffisant pour être absolument sûr? Ne voyait-il que ce qu'il voulait voir, créant des liens qui n'existaient pas vraiment? Jacques attrapa son téléphone et ouvrit le dossier de photos. Il avait secrètement pris quelques clichés de Léna au parc pendant qu'elle dessinait sur le sol. Cela n'avait pas été facile. Il ne voulait pas l'effrayer ni paraître suspect. Il zooma sur une des images où son visage était le plus visible et la compara à la photo de Cali. La ressemblance était indéniable. Il se leva et alla à son bureau. Dans un tiroir de classement se trouvaient toutes les notes et documents liés à la disparition de Cali. Dossier après dossier, rempli de rapports de police, de transcriptions d'entretien, de théories et d'enquêtes qui n'avaient mené nulle part. Il ouvrit le dossier principal et commença à revoir ses notes. Cali avait disparu un dimanche d'octobre, vers 16 h. Elle était au parc Riverside avec Diane, la babysitter. Diane l'avait laissée jouer dans le bac à sable pendant qu'elle parlait à une autre babysitter. Quand elle avait regardé à nouveau, Cali avait disparu. La recherche initiale n'avait rien donné, sauf Rosie, trouvée sur un chemin latéral. Aucun témoin n'avait vu quelqu'un emmener un enfant. Aucune caméra de sécurité dans la zone n'avait enregistré quoi que ce soit d'utile. La ligne de métro abandonnée mentionnée par Mara se trouvait à moins d'1,5 km du parc. Était-il possible que quelqu'un y ait conduit Cali, puis l'ait abandonnée? Ou qu'elle y ait erré seule, perdue et effrayée? Jacques vérifia les dates sur les rapports. Mara avait dit qu'elle avait trouvé Léna il y a près de 3 ans, ce qui correspondait à la période de la disparition de Cali. Elle avait aussi dit que Léna était très jeune, ce qui correspondait à l'âge de Cali à l'époque, à peine 3 ans. Il retourna dans la chambre et reprit Rosie. La poupée était maintenant plus qu'un souvenir. C'était un témoin silencieux, un lien entre le passé et le présent. Si Léna était vraiment Cali, Rosie serait la preuve concrète. La fille reconnaîtrait-elle son ancienne compagne? Mais comment faire cela sans effrayer l'enfant, sans créer une confrontation avec Mara et Walter, qu'il avait clairement aimé et soigné au cours des 3 dernières années? Jacques s'assit au bord du lit, serrant Rosie contre sa poitrine. Toutes les preuves indiquaient que Léna était Cali.
Le moment, l'âge, les traits physiques, la tâche de naissance, même ses souvenirs fragmentés d'une poupée en robe rouge. Dans son cœur, il croyait avoir trouvé sa fille. Mais il avait besoin de certitude, d'une certitude absolue, avant d'agir, avant de potentiellement bouleverser la vie de tout le monde. Un test ADN serait concluant. Mais comment obtenir un échantillon sans éveiller les soupçons? Et si le test confirmait ce qu'il ressentait dans son âme, alors quoi? Enlèverait-il Lena à ceux qui l'avaient soignée avec amour? Entamerait-il une bataille juridique qui pourrait la traumatiser encore plus? Jacques rangea soigneusement Rosie dans la boîte. Il élaborerait un plan. Demain, il trouverait un moyen d'obtenir une preuve définitive. Plus important encore, un moyen de résoudre la situation d'une manière qui prioriserait le bonheur de Cally, le bonheur de Lena par-dessus tout. Car au-delà de toute autre chose, sa fille méritait la paix. Elle méritait l'amour. Et cela signifiait que, quel que soit le résultat, des décisions difficiles l'attendaient. Jacques referma la boîte en bois et la remit dans le placard. Pour la première fois en 3 ans, il se sentait vraiment vivant, animé d'un but. La douleur était toujours là, mais maintenant elle était accompagnée d'autre chose, l'espoir. 2 jours après avoir visité Mara et Walt, Jacques gara sa voiture devant leur petit immeuble d'appartement. Sur le siège passager et dans le coffre se trouvaient des sacs de courses, provisions, produits de nettoyage, quelques vêtements pour Lena, des articles qu'il avait soigneusement choisis en pensant aux besoins de la famille. Il ne savait toujours pas comment procéder. Après une nuit blanche à revoir les photos et les documents, il était plus convaincu que jamais. Lena était Cally, sa fille disparue 3 ans plus tôt. Mais comment aborder cela? Comment révéler la vérité sans détruire le monde de la fille? Il décida de commencer par un geste de bonne volonté, en aidant la famille qui, malgré les circonstances, avait pris soin de sa fille avec amour. Il monta les premiers sacs par l'escalier et frappa légèrement à la porte verte de l'appartement 302. Il entendit des pas précipités et la voix excitée de Lena, « Ce doit être Jacques. Tante Mara, Jacques est là. » La porte s'ouvrit et elle était là, ses yeux bleus vifs s'illuminant en le voyant. Elle portait un short et un t-shirt simple, l'air plus soigné qu'auparavant. Ses cheveux étaient peignés, son visage propre. « Tu es vraiment venu, » dit-elle, sautant presque de joie. Jacques sourit. « Je l'avais promis, non ?» Mara apparut derrière Lena, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle avait l'air fatiguée, mais moins méfiante que lors de leur première rencontre. « Monsieur Cooper, quelle surprise !»« J'ai apporté quelques affaires, » dit Jacques en montrant les sacs de course. « Il y en a d'autres dans la voiture. » L'expression de Mara oscilla entre la gratitude et l'orgueil blessé. « Vous n'auriez pas dû ? Ce n'est pas de la charité, » assura Jacques, sentant son malaise. « Considérez cela comme une avance. J'ai parlé à quelques contacts et j'ai obtenu des entretiens d'embauche pour Walt dans 2 entreprises de construction. » Les yeux de Mara s'écarquillèrent. « Vraiment ? » Jacques hocha la tête. « Ils sont lundi. J'ai noté les adresses et les heures. » Walter sortit de l'intérieur de l'appartement. « Ai-je entendu quelque chose à propos d'entretien d'embauche ?»« 2, confirma Jacques. « Ce sont de bonnes entreprises, avec des contrats en règle et des avantages sociaux. Je suis sûr que vous en obtiendrez un. » Walter lui offrit une poignée de main ferme. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Aidez-moi à apporter le reste, » suggéra Jacques en redescendant avec Walter. Pendant qu'il descendait, Walter semblait vouloir dire quelque chose. Finalement, il parla. « Pourquoi faites-vous ça pour nous? Vous nous connaissez à peine. » Jacques ouvrit le coffre, révélant d'autres sacs. « Disons simplement que je sais ce que c'est que de lutter. » Ce n'était pas vraiment un mensonge. Après la disparition de Cally, Jacques était tombé dans une profonde dépression, avait perdu son emploi, avait failli perdre sa maison. Seul le soutien de ses amis l'avait empêché de toucher le fond. Ils montèrent les provisions à l'étage. À l'intérieur du modeste appartement, Lena fouillait déjà dans les premiers sacs, découvrant les vêtements que Jacques avait achetés pour elle. « Regarde tante Mara, une nouvelle robe. » Mara avait l'air à la fois touchée et embarrassée. Jacques remarqua son malaise et intervint. « J'ai entendu dire que ton anniversaire approchait, Lena. Considérez ça comme un cadeau en avance. » Il n'avait aucune idée de la date de son anniversaire, bien sûr, mais l'excuse sembla fonctionner. Mara se détendit un peu. « Je vais l'essayer », s'exclama Lena en courant vers une autre pièce avec la robe jaune à la main. Mara commença à déballer les provisions, les rangeant dans les placards presque vides. Jacques et Walter aidèrent en silence, un effort conjoint créant un sentiment inhabituel de proximité.
Cela fera une énorme différence pour nous, dit finalement Mara en posant un sac de riz sur l'étagère. Merci. Jacques hocha la tête. Vous semblez être de bonnes personnes, et il est évident que vous aimez Léna. Le couple échangea un regard chargé. Jacques sentit qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas partagées sur la façon dont la petite fille était entrée dans leur vie, mais c'était une conversation pour une autre fois. Léna revint, portant la robe jaune que Jacques avait achetée. Elle tourna sur elle-même dans le salon, se pavanant. « Comment je suis ?»« Magnifique, » répondit Jacques, une boule dans la gorge. Le jaune était la couleur préférée de Cali. Il avait choisi la robe en pensant à cela. « Tu le es vraiment ?» acquiesça Mara en ajustant le col. « Mais nous devons la garder pour les occasions spéciales. »« Mais aujourd'hui, c'est spécial, » protesta Léna. « Jacques est venu nous rendre visite. » Jacques rit. « Tu sais ce qui rendrait ça encore plus spécial ? Si tu venais te promener avec moi. Il fait beau dehors. » Les yeux de la fille brillèrent d'excitation. « Je peux, tante Mara ? S'il te plaît ?» Mara hésita, jetant un coup d'œil à Walt. Il était clair qu'elle était réticente à laisser Léna partir avec un étranger, même s'il avait été si généreux. « Nous resterons dans le quartier, promit Jacques. Peut-être prendre une glace à cette boutique du coin. Vous pouvez venir aussi si vous voulez. » Walter posa une main sur l'épaule de sa femme. « Je pense que ça va. Nous finirons de ranger les courses. » Jacques comprit le sous-entendu. Il voulait parler seul, sans Léna. « Nous serons de retour dans 1 heure au maximum, » promit-il. Léna attrapa sa main, le tirant vers la porte, impatiente de partir. La sensation de sa petite main dans la sienne ramena des souvenirs qui le firent presque pleurer. Combien de fois Cali avait-elle tenu sa main comme ça, confiante et excitée ? Ils descendirent les escaliers et marchèrent le long du trottoir. Le quartier n'était pas le meilleur, mais il semblait calme à cette heure de la journée. Quelques personnes discutaient sur le pas de leur porte. Des enfants jouaient dans une petite aire de jeux improvisés. « Où allons-nous » demanda Léna en sautillant à côté de lui. « Que dirais-tu d'une glace d'abord, puis nous pourrions aller voir ce parc. » Jacques montra un petit espace vers à environ un pâté de maison. Léna accepta avec enthousiasme. À la boutique de glace, elle choisit fraise tandis que Jacques prit chocolat. Ils s'assirent sur un banc pour savourer leurs friandises. « Es-tu riche ?» demanda-t-elle soudainement, avec la franchise que seul un enfant peut avoir. Jacques sourit. « Pas exactement. J'ai assez d'argent pour vivre confortablement. Oncle Walt dit qu'un jour nous serons riches aussi, quand il trouvera un bon travail. » « Je suis sûr qu'il le fera, » répondit Jacques. « Ton oncle a l'air d'être un homme travailleur. » Léna lécha sa glace pensivement. « As-tu une famille, Jacques ?» La question le prit par surprise. Jacques hésita, regardant au loin. « J'avais une fille, » dit-il finalement, la voix basse. « Elle a disparu, et après ça, tout a perdu sa couleur. » C'était la première fois qu'il en parlait si simplement, sans le poids des détails, des circonstances ou de la culpabilité. Juste la vérité brute. Il avait une fille. Elle avait disparu. Et le monde était devenu incolore. Léna arrêta de manger et le regarda avec ses grands yeux bleus. Une empathie surprenante traversa son regard, au-delà de ses années. Sans un mot, elle tendit la main et prit sa main libre. « Peut-être qu'elle est plus proche que tu ne le penses, » dit-elle avec une sagesse qui semblait bien trop profonde pour une enfant de 6 ans. Le cœur de Jacques rata un battement. Se pouvait-il qu'à un certain niveau, elle sache ? Qu'elle ait des souvenirs, des intuitions ? Il sourit, retenant les larmes qui menaçaient de couler. L'amour était là, le même amour qu'il avait ressenti au moment où il avait tenu Cali dans ses bras pour la première fois à l'hôpital. Le même amour qu'il avait fait tenir pendant 3 ans de recherche. Mais il n'était toujours pas temps de tout révéler. « Qui sait ?» répondit-il doucement en serrant la main de l'enfant. Ils finirent leur glace et se dirigèrent vers le petit parc. Léna lui montra ses endroits préférés, l'arbre où elle aimait se cacher, le banc où elle s'asseyait pour dessiner, les pierres de gué qu'elle prétendait être une rivière. Jacques l'observait, mémorisant chaque mouvement, chaque expression. C'était comme redécouvrir sa fille, apprendre à la connaître à nouveau après 3 ans. C'était à la fois douloureux et merveilleux. Quand ils retournèrent à l'appartement, Mara et Walt semblaient avoir pris une sorte de décision. Un nouveau calme les entourait, une détermination tranquille. « Léna, ma puce, » dit Mara. « Pourquoi n'irais-tu pas jouer un peu dans ta chambre ? Les adultes doivent parler. » La fille fit la grimace mais obéit. Quand la porte de la chambre se referma, un lourd silence tomba sur la pièce.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, commença Walter. Les provisions, les vêtements, les entretiens d'embauche. Cela signifie beaucoup. Jacques hocha la tête. Ce n'était rien. Mais, continua Mara, hésitante, nous devons savoir pourquoi. Pourquoi êtes-vous si intéressé par notre famille, par Léna? C'était le moment que Jacques avait à la fois redouté et attendu. Il prit une profonde inspiration, se préparant. Il y a 3 ans, commença-t-il, ma fille, Callie, a disparu. Elle était au parc Riverside avec sa babysitter. Une minute elle était là, la suivante elle avait disparu. Mara et Walter se tendirent, leurs visages se fermant. J'ai cherché partout. J'ai offert des récompenses, suis passé à la télévision, j'ai distribué des tracts. Pas un jour ne s'est écoulé sans que je la cherche. Jacques sortit une photo de Callie de sa poche et la posa sur la table. Une petite fille de 3 ans, des yeux bleus brillants, des cheveux bruns, un sourire éblouissant. La ressemblance avec Léna était indéniable. Quand j'ai rencontré Léna à la boulangerie, j'ai remarqué la tache de naissance sur sa cheville, identique à celle de Callie. Même forme, même endroit. Puis j'ai vu ses yeux, son sourire, la façon dont elle penche la tête quand elle parle. Tout correspondait. Le couple fixa la photo en silence. Le visage de Mara était devenu pâle. Les poings de Walter se serrèrent, comme s'il se préparait à un combat. Je crois que Léna est ma fille, Callie, dit finalement Jacques. Toutes les preuves pointent vers cela. L'âge, la chronologie, son apparence physique et la tâche de naissance. Un silence épais s'installa. Mara fut la première à parler, la voix tremblante. « Vous êtes venu pour nous l'enlever » La question était chargée de peur et de douleur. Jacques secoua la tête. « Je ne suis pas venu pour vous l'enlever. Je suis venu pour trouver la vérité. Pour que Léna sache qui elle est vraiment. » Et ensuite, demanda Walter, la voix tendue. « Ensuite, dit Jacques, nous déterminerons ce qui est le mieux pour elle. Pour elle seule. Pas pour moi, pas pour vous. Pour Léna. » Mara se mit à pleurer doucement, les larmes coulant sur son visage fatigué. Walter passa un bras autour de ses épaules. « Elle est tout ce que nous avons, » murmura Mara. « Je sais, répondit Jacques. Et je vois que vous l'aimez. Que vous vous êtes occupé d'elle quand je ne pouvais pas. Nous l'avons trouvée, dit finalement Walter, faisant écho aux paroles antérieures de Mara sur la station. Comme Mara vous l'a dit, dans cette station abandonnée. Elle était seule, effrayée. Nous ne pouvions pas simplement la laisser. Je comprends, et je vous remercie de vous être occupé d'elle. Mais elle a le droit de connaître la vérité, de connaître sa vraie histoire. » Mara essuya ses larmes, et étonnamment, hocha la tête. « J'ai toujours su que ce jour pourrait arriver, dit-elle doucement. J'ai toujours su qu'elle était trop spéciale pour être juste à nous. » Jacques sentit une boule dans sa gorge face à la dignité et à l'acceptation de cette femme. « Je ne veux pas vous l'enlever, » assura-t-il. « Je veux juste faire partie de sa vie. Je veux qu'elle sache qu'elle n'a jamais été abandonnée, qu'elle a toujours été aimée, toujours recherchée. » Mara le regarda, ses yeux toujours pleins de larmes, mais calmes. « Elle a toujours été aimée, » dit-elle, la voix brisée. « Dès le premier instant. Et maintenant, l'amour revient vers elle. » Jacques tendit la main et posa légèrement ses doigts sur ceux de Mara sur la table. Un geste simple, chargé de sens. Une trêve, une compréhension partagée que le bien-être de Léna passait avant tout. « Comment faisons-nous cela » demanda Walter. « Comment lui disons-nous » Doucement, répondit Jacques. Une étape à la fois. D'abord, nous devons être absolument sûrs. Un test ADN. Ce n'est pas nécessaire, interrompit Mara. En regardant cette photo, en vous regardant, il n'y a aucun doute qu'elle est votre fille. Jacques sentit les larmes qu'il ne pouvait plus contenir couler librement sur ses joues. Merci, murmura-t-il. De vous être occupé d'elle, de l'avoir gardée en sécurité. Mara serra sa main. Et maintenant, dit-elle, trouvons un moyen de faire en sorte que cela fonctionne pour elle. Juste pour elle. Jacques hocha la tête, sans voix. Dans l'autre pièce, il pouvait entendre la voix de Léna chanter une petite chanson. C'était le son le plus précieux du monde, un son qu'il avait cru ne plus jamais entendre. Le son de l'espoir renaissant. 3 jours s'étaient écoulés depuis la discussion de Jacques avec Mara et Walt. 3 jours de planification minutieuse, de conversations à voix basse pendant que Léna jouait dans l'autre pièce, et de décisions difficiles prises entre larmes et sourires timides. Il était temps de dire la vérité à la fille. Jacques se réveilla tôt ce matin-là, rempli d'une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis le jour de la naissance de Callie.
Il prit une longue douche, s'habilla soigneusement et plaça dans sa poche un petit objet qu'il avait préparé pour ce jour. Un médaillon en argent contenant des photos de lui et de Cali prises lors de son 3e anniversaire. Ce serait un cadeau pour marquer le début de leur nouvelle vie ensemble. Tout avait été arrangé avec Mara et Walt. Ils diraient la vérité à Lena ensemble, comme une famille unie, essayant de faire de leur mieux pour l'enfant qu'ils aimaient tous. Ensuite, Jacques l'emmènerait voir sa maison, l'endroit où elle avait vécu les 3 premières années de sa vie, maintenant perdu de sa mémoire. Le plan était simple, Jacques viendrait chercher Lena à 14 heures. Il retournerait à l'appartement de Mara et Walt et tous s'assieraient avec la fille. Ils expliqueraient en termes qu'une enfant de 6 ans pourrait comprendre. Il la rassurerait sur le fait que sa routine ne changerait pas, qu'elle ne gagnerait qu'une autre maison, un autre parent, plus d'amour dans sa vie. En conduisant vers le quartier de Mara et Walt, Jacques répéta mentalement ce qu'il dirait. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que la tante et l'oncle qu'elle connaissait n'étaient pas réellement de sa famille? Comment lui faire comprendre que lui, presque un étranger, était son vrai père? Que son nom n'était pas Lena mais Cali? C'était une vérité lourde pour un petit enfant, mais il fallait le faire. Ils étaient tous d'accord là-dessus. Jacques se gara devant l'immeuble à exactement 14 heures. Avant qu'il ne puisse sortir de la voiture, il vit Mara courir vers lui, le visage tordu d'inquiétude. « On ne la trouve pas » dit-elle, essoufflée. « Lena est sortie jouer il y a 1 heure et n'est pas revenue. » Le sang de Jacques se glaça. « Comment ça, elle n'est pas revenue? Où est-elle allée jouer ?» Le petit parc, comme toujours. Walt a déjà vérifié là-bas. Elle n'y était pas. Nous cherchons partout. Jacques essaya de rester calme, bien que la panique l'envahît comme un raz-de-marée. « Séparons-nous » dit-il en prenant les choses en main. « Je vais faire le tour du quartier en voiture. Walt peut vérifier d'autres endroits où elle pourrait aller. Toi, reste ici au cas où elle reviendrait. Échangeons nos numéros de téléphone. » Ils échangèrent rapidement leurs numéros et partirent dans des directions différentes. Jacques remonta dans la voiture et traversa le quartier, ralentissant à chaque coin de rue, scrutant chaque groupe d'enfants, chaque recoin où une petite fille pourrait se trouver. Après 20 minutes sans aucun signe d'elle, la panique céda la place au désespoir. Le ciel, autrefois clair, s'assombrit rapidement. De lourds nuages gris s'accumulèrent, menaçant d'un orage. « Pas encore » murmura-t-il, une boule dans la gorge. « S'il vous plaît, pas encore. » Les souvenirs revinrent en flash douloureux. Le parc il y a 3 ans, l'appel téléphonique de la baby-sitter, la recherche effrénée, le vide qui avait suivi. C'était comme revivre le pire jour de sa vie, comme s'il était arraché à nouveau à sa propre histoire. Sa chance de bonheur lui était à nouveau enlevée. Il arrêta la voiture et appela Mara. « Des nouvelles » demanda-t-il, incapable de cacher sa détresse. « Rien. Walt a vérifié tout le quartier. J'appelle nos voisins. Je vais aller à la boulangerie où je l'ai rencontrée pour la première fois. Peut-être qu'elle y est allée. » Il raccrocha et se dirigea vers la boulangerie, à quelques kilomètres de là. Le ciel continuait de s'assombrir et les premières gouttes de pluie commencèrent à frapper le pare-brise. À la boulangerie, l'employé qui le connaissait dit qu'elle n'avait pas vu Lena ce jour-là. Jacques laissa à nouveau son numéro, lui demandant d'appeler immédiatement si la fille se présentait. De retour dans la voiture, il téléphona à nouveau à Mara. « Je retourne à votre appartement. Nous devons appeler la police. » « Walt ne veut pas impliquer la police » répondit Mara, la voix tremblante. « Il a peur qu'il nous enlève Lena. » Jacques ferma les yeux, comprenant leur situation difficile. Le couple n'avait aucune garde légale de la fille. Si la vérité éclatait, continuons à chercher encore 1 heure, décida-t-il. Si nous ne la trouvons pas, nous devrons appeler la police, quelles que soient les conséquences. La pluie s'intensifia rapidement, se transformant en orage. Le vent fouettait les arbres et la pluie battante sur le toit de la voiture était assourdissante. Jacques luttait pour voir à travers le pare-brise, scrutant les rues presque désertes à la recherche du moindre signe d'une petite silhouette. C'est alors que son téléphone sonna. C'était Walt. « J'ai trouvé quelqu'un qui l'a vu » dit-il, sa voix à peine audible par-dessus le déluge. « Une dame près de l'épicerie. Elle a dit qu'elle a vu Lena marcher seule il y a environ 1 heure, se dirigeant vers le parc municipal. » Le parc municipal se trouvait à quelques pâtés de maisons, un espace plus grand et plus développé que le petit parc près de chez eux, avec un lac artificiel et des équipements de jeux plus récents. « J'arrive » répondit Jacques en prenant un virage serré. Il arriva au parc en moins de 5 minutes. Il se gara n'importe comment et sauta sous la pluie, qui le trempa instantanément.
Le parc était vide, les équipements de jeux abandonnés et se balançant dans le vent. « Léna » cria-t-il en courant à travers les allées détrempées. « Léna, où es-tu » Seul l'orage répondit. Jacques continua à chercher, le désespoir grandissant à chaque seconde. Il fit le tour du lac, vérifia chaque toboggan, chaque balançoire, chaque coin où un enfant pourrait se cacher. Rien. Le cœur battant de terreur, Jacques s'arrêta au milieu du parc. La pluie ruisselant sur son visage se mêlant aux larmes qu'il ne pouvait retenir. « S'il vous plaît, implora-t-il le ciel orageux. Ne me l'enlevez pas à nouveau. Pas maintenant. » Puis il remarqua, de l'autre côté de la rue bordant le parc, une rangée de petits magasins. La plupart étaient fermés à cause de l'orage, mais leur façade offrait un peu d'abri sous les auvents. Quelque chose le poussa dans cette direction. Il sortit du parc en courant, traversant la rue sous la pluie battante, ignorant les klaxons des voitures. Il commença à vérifier chaque devanture, chaque porte couverte. Au troisième magasin, une petite librairie fermée, il vit une minuscule silhouette blottie contre la porte vitrée, cheveux bruns trempés, une robe jaune trempée ou la robe qu'il lui avait achetée. « Léna » cria-t-il en se précipitant vers elle. La fille leva le visage, ses yeux bleus écarquillés de surprise. « Jacques, qu'est-ce que tu fais sous la pluie ?» Il s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains glacées dans les siennes, vérifiant frénétiquement si elle allait bien, si elle était blessée. « On t'a cherché partout, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Ta tante Mara, ton oncle Walt, nous tous. On était si inquiets. » Léna eut l'air sincèrement surprise. « Mais je suis juste venu voir le grand parc. Quand il a commencé à pleuvoir, je suis venu ici. J'attendais que la pluie s'arrête pour pouvoir rentrer. » La simplicité de son explication, la façon naturelle dont elle parlait, comme s'il n'y avait rien d'étrange à ce qu'une enfant de 6 ans marche seule à travers la ville et s'abrite d'un orage, brisa le cœur de Jacques. « Tu ne peux pas partir comme ça sans prévenir personne, » dit-il, essayant de ne pas paraître trop dur. Nous étions morts d'inquiétude. « Je suis désolé, » répondit-elle en baissant les yeux. « Je voulais voir les canards dans le lac. Les gens disent qu'il y a des canards ici. » Jacques réussit à sourire malgré la tension qui l'étreignait encore. « Oui, il y a des canards. Je peux t'emmener un autre jour pour les voir. Mais pour l'instant, nous devons rentrer. Ta tante Mara doit être folle d'inquiétude. » Il sortit son téléphone et appela Mara, lui annonçant la bonne nouvelle. Puis il enleva sa veste et la drapa sur Léna, la prenant dans ses bras. « Allons à la voiture. Il fait trop froid ici. » Elle se blottit contre sa poitrine, ses bras fins autour de son cou. Jacques sentit une vague d'amour si intense qu'elle faillit le renverser. Sa fille, sa Cali, enfin dans ses bras à nouveau. Ils coururent vers la voiture, se protégeant du mieux qu'ils pouvaient de la pluie incessante. Jacques mit le chauffage à fond, tendant à Léna une couverture qu'il gardait dans la boîte à gants pour les urgences. « Mieux ?» demanda-t-il en la voyant s'envelopper dans le tissu doux. Elle hocha la tête, ses cheveux mouillés collés à son visage, ses lèvres légèrement bleues par le froid. « Merci de m'avoir trouvé, Jacques. » À cet instant, en regardant le petit visage qu'il avait failli perdre 2 fois, Jacques sut qu'il ne pouvait plus attendre. La vie était trop fragile, les moments précieux trop fugaces. « Léna » commença-t-il en se tournant vers elle. « J'ai quelque chose de très important à te dire. » Elle leva les yeux, la curiosité brillant dans ses grands yeux bleus. « Te souviens-tu quand je t'ai dit que j'avais une fille qui avait disparu ?» Léna hocha la tête. « Tu avais l'air triste quand tu parlais d'elle. » Oui, j'étais triste parce qu'elle me manquait tellement. Je l'ai cherchée partout, pendant très longtemps. Jacques prit ses petites mains dans les siennes, conscient que ce qu'il allait dire changerait sa vie à jamais. « Je crois, je suis certain, que tu es ma fille. Ton vrai nom est Cali. Et je suis ton père. » La fille se figea, les yeux écarquillés, essayant de traiter ces mots énormes. « Cher oncle Walt est mon papa, » dit-elle finalement, confuse. « Oncle Walt et tante Mara ont très bien pris soin de toi ces 3 dernières années, » expliqua Jacques doucement. « Ils t'aiment beaucoup. Mais avant cela, tu vivais avec moi. Tu t'appelais Cali. Cali Ann Cooper. »« Cali » répéta-t-elle doucement, comme si elle testait le son du nom. « Oui. Tu n'avais que 3 ans quand nous avons été séparés. C'est normal que tu ne te souviennes pas. » Léna. Cali regarda par la fenêtre la pluie. Jacques attendit, lui laissant le temps de tout assimiler. « Comment sais-tu que c'est moi ?» demanda-t-elle finalement avec une maturité surprenante. Jacques sourit. « Beaucoup de choses. Tes yeux bleus, comme les miens. Ton sourire. Et surtout, la tache de naissance sur ta cheville. »
Le croissant de lune. Ma fille Callie avait exactement la même. La petite fille souleva l'ourlet de sa robe trempée et regarda la marque qui avait toujours été là. J'ai des photos de toi bébé, continua Jacques. J'ai ton acte de naissance. Et j'ai ta poupée, Rosie. Celle que tu as laissée tomber le jour où nous nous sommes perdus. Une poupée avec une robe rouge, demanda-t-elle soudainement en le regardant. Le cœur de Jacques battait la chamade. Oui. Comment le sais-tu? Je rêve parfois d'elle, dit-elle simplement. Mais je pensais que c'était juste un rêve. Les larmes que Jacques avait retenues finirent par couler. Il attira l'enfant dans une étreinte serrée, sentant son petit corps fragile contre lui. Tu as 2 familles maintenant, murmura-t-il dans ses cheveux mouillés. Oncle Walt et tante Mara qui t'aiment tellement, et moi, ton papa, qui n'ai jamais cessé de te chercher. Tu ne seras plus jamais seul. Quand ils se séparèrent enfin, Jacques vit que ses yeux à elle aussi étaient pleins de larmes, bien qu'aucune ne coulât. Elle l'étudia attentivement, comme si elle cherchait sur son visage quelque chose de familier, quelque chose qui déclencherait un vieux souvenir. Callie, dit-elle à nouveau, y réfléchissant. Callie Cooper. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. J'aime bien, dit-elle finalement. Ça me ressemble. Jacques sourit à travers ses propres larmes. C'était le début de quelque chose de nouveau, le début d'un long voyage de redécouverte et de reconnexion. Ce ne serait pas facile. Il y aurait de la confusion, des questions, peut-être même de la colère ou de la tristesse. Mais ils étaient ensemble maintenant, et c'était tout ce qui comptait. Rentrons à la maison, dit Jacques en démarrant la voiture. J'ai tellement de choses à te montrer. Quelle maison? Demanda-t-elle, sincèrement perplexe. Celle de tante Mara ou la tienne? D'abord, nous nous arrêterons chez tante Mara pour qu'elle et oncle Walt sachent que tu es en sécurité. Ensuite tu pourras voir notre maison. La maison où tu es né. Elle hocha la tête, satisfaite de cette réponse. Alors que la voiture traversait les rues trempées par la pluie, l'orage commença à se calmer. Les derniers rayons du soleil de l'après-midi percèrent à travers les nuages qui se dispersaient. Jacques jeta un coup d'œil à la petite fille sur le siège passager, sa fille, Callie. Après 3 ans d'obscurité, la lumière revenait enfin dans sa vie. La nuit fut longue. Après avoir trouvé Lena ou maintenant Callie, sous l'auvent de la librairie, Jacques l'avait ramenée à l'appartement de Mara et Walt. Entre étreintes serrées, larmes et explications, les 3 adultes finirent par dire toute la vérité à la fille. Ce fut une conversation difficile, avec des questions simples qui nécessitaient des réponses complexes. « Alors, vous n'êtes pas vraiment ma tante et mon oncle ?» demanda-t-elle à Mara et Walt, confuse. « Pas par le sang, ma chérie », répondit Mara en lui tenant ses petites mains. « Mais nous sommes ta tante et ton oncle de cœur. Nous le serons toujours. » « Et lui, c'est mon vrai papa ?» dit-elle en montrant Jacques. « Oui », confirma Walt, la voix brisée. « Ton vrai père. » La fille absorba l'information en silence, ses grands yeux bleus passant d'un visage à l'autre comme si elle cherchait quelque chose de familier dans son monde soudainement bouleversé. « Nous ferons un test », expliqua Jacques doucement. « Un test qui montre quand un père et une fille sont vraiment liés. Demain, nous saurons avec certitude. » Elle hocha la tête sérieusement. Elle ne pleura pas, ne s'enfuit pas. Elle accepta simplement, avec la résilience surprenante des enfants. Ils passèrent la nuit tous ensemble dans l'appartement. Jacques dormit sur le petit canapé, pliant ses longues jambes pour tenir dans l'espace exigu. L'inconfort ne le dérangeait pas. Il était proche de sa fille. Rien d'autre ne comptait. Le matin, Walt les emmena tous dans une clinique que Jacques avait arrangée. La procédure fut rapide et simple, un frottis à l'intérieur de la joue pour Jacques et Callie. Les résultats seraient prêts en quelques heures, compte tenu de l'urgence demandée par Jacques. À midi, le téléphone de Jacques sonna. Il s'éloigna des autres pour prendre l'appel. Quand il revint, son visage était transformé, un sourire radieux, les larmes aux yeux. Positif, annonça-t-il, la voix tremblante. 99,9998% de probabilité de paternité. Mara pleura doucement. Walt la tenait, les yeux également embués. Callie, assise entre eux sur un banc de la clinique, regarda Jacques avec une curiosité croissante. « Alors, tu es vraiment mon papa ?» dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Jacques s'agenouilla devant elle. « Oui, Callie. Je suis ton père. » La petite fille tendit la main et toucha son visage, ses petits doigts traçant ses traits comme pour les mémoriser. « Je peux voir ta maison maintenant ?» demanda-t-elle, les surprenant tous par la simplicité de sa demande. Jacques regarda Mara et Walt,
qui hochèrent silencieusement la tête. Notre maison, corrigea-t-il doucement. Oui, tu peux. Ils déjeunèrent, puis vint un moment tendu de séparation. Bien qu'ils aient tous convenu que Callie passerait quelques jours avec Jacques, apprenant à connaître sa maison et sa propre histoire, la séparation était toujours difficile. Nous nous verrons tous les jours, assura Jacques à Mara et Walt. Et vous ferez toujours partie de sa vie. Mara serra Callie fort dans ses bras, retenant ses larmes. Amuse-toi bien, ma chérie, et souviens-toi que nous t'aimons très fort. Walt l'étreignit simplement, incapable de parler sans s'effondrer. Callie promit de revenir bientôt, ne saisissant pas pleinement le poids émotionnel du moment. Et ainsi, Jacques et Callie se retrouvèrent dans la voiture, en route vers la maison où ils avaient vécu ensemble des années auparavant. Une maison dont elle ne se souvenait pas, mais qui avait été son premier foyer. « C'est loin ?» demanda-t-elle en regardant défiler les rues inconnues. « Pas trop loin, environ 20 minutes. »« C'est une grande maison ?» Jacques sourit. « Pas vraiment grande, mais confortable. Elle a un jardin où tu jouais. »« Je jouais là-bas ?»« Oui, quand tu étais toute petite. Il y a une balançoire que ton grand-père a construite pour toi. » Elle absorba cela en silence. « J'ai un grand-père ? » « Tu en avais un ?» corrigea Jacques doucement. « Mon père. Il est décédé juste avant que nous soyons séparés. » Callie hocha la tête, regardant à nouveau par la fenêtre. Jacques se demanda ce qui se passait dans sa tête. Tant de changements. Tant de nouvelles informations en peu de temps. Finalement, ils arrivèrent. Jacques se gara devant une maison à 2 étages avec une façade blanche et des volets bleus, un petit jardin bien entretenu devant. « C'est ici » annonça-t-il en coupant le moteur. « Nous sommes à la maison. » Callie regarda par la fenêtre, étudiant la maison avec curiosité. Jacques sortit et ouvrit sa portière, lui offrant sa main. Elle la prit et sortit, son regard toujours fixé sur le bâtiment, comme si elle attendait qu'il parle, qu'il révèle un secret. Ils marchèrent ensemble vers la porte d'entrée. Jacques sentit la main de Callie se serrer autour de la sienne alors qu'il insérait la clé. Un déclic, et la porte s'ouvrit. « Bienvenue, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure d'émotion. Ils entrèrent. Le salon était propre et bien rangé, meublé simplement mais avec goût. Sur les murs, quelques photos encadrées, la plupart de Callie bébé. Jacques regarda sa fille regarder autour d'elle, ses yeux bleus absorbant chaque détail. « Tu veux faire le tour ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, tenant toujours sa main. Ils commencèrent par le salon, puis la cuisine. Jacques lui montra le jardin avec sa balançoire délavée. Elle toucha la chaîne rouillée avec intérêt. « C'est ici que tu as fait tes premiers pas, » dit Jacques en montrant la parcelle d'herbe. « Tu tombais et te relevais plusieurs fois jusqu'à ce que tu réussisses à marcher seul. Tu étais si déterminé. » Callie sourit. Un petit sourire, mais sincère. C'était la première fois qu'elle souriait vraiment depuis qu'elle avait appris la vérité. Ils rentrèrent et montèrent les escaliers. Jacques lui montra sa propre chambre, la salle de bain, une petite bibliothèque. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une porte fermée, peinte en jaune pâle. « Ceci, dit-il, la voix instable, était ta chambre. » Il tourna la poignée et ouvrit lentement la porte. La pièce était presque exactement comme elle l'avait été 3 ans auparavant. Murs peints en douceur, un petit lit avec une couette fleurie, une étagère avec des livres pour enfants, quelques jouets soigneusement rangés, une commode blanche à côté du lit. Et sur le dessus de la commode, assise comme si elle attendait quelqu'un, se trouvait Rosie. Jacques regarda Callie entrer lentement dans la pièce, les yeux fixés sur la poupée de chiffon à la robe à pois rouge. Pendant un moment, il craignit qu'elle ne la reconnaisse pas, que les rêves qu'elle avait mentionnés ne suffisent pas à déclencher un vrai souvenir. Mais ensuite, Callie courut vers la commode. Elle prit la poupée doucement, comme si elle était précieuse et fragile. Elle la serra contre sa poitrine et ferma les yeux. « C'était la mienne », murmura-t-elle en rouvrant les yeux, brillant d'excitation. « Je me souviens d'elle. » Le cœur de Jacques rata un battement. Il ravala la boule dans sa gorge, luttant pour ne pas pleurer. « Oui », réussit-il à dire. « C'est Rosie. C'était ta poupée préférée. Elle est restée avec moi tout ce temps, attendant que tu reviennes. » Callie passa la main sur les cheveux en laine rouge de la poupée, ses yeux en bouton. La robe délavée par le temps. La reconnaissance emplit son regard. « Rosie », murmura-t-elle, testant le nom. « Mon amie Rosie. » Jacques s'approcha et s'assit au bord du lit, observant la réunion silencieuse. Des années de douleur, de recherche et d'espoir presque brisés convergeaient dans ce moment simple et miraculeux.
Cali regarda autour de la pièce, absorbant ces détails. Ses yeux s'arrêtèrent sur le plafond blanc et vide. « Pourrions-nous avoir des étoiles au plafond ?» demanda-t-elle soudainement, tenant toujours la poupée. Jacques sourit, les larmes s'échappant enfin de ses yeux. « Nous pouvons avoir le ciel entier si tu veux, » répondit-il, la voix tremblante. Elle sourit, dans un geste qui prit Jacques complètement par surprise, s'approcha et le serra dans ses bras. Une petite étreinte timide, mais une étreinte néanmoins, la première qu'elle avait initiée. « Merci, » dit-elle simplement. Jacques la serra en retour, sentant sa petite silhouette dans ses bras. Ce moment, cette étreinte, valait chaque seconde des 3 ans de recherche, chaque larme, chaque nuit blanche. « De rien, ma fille, » dit-il en savourant chaque mot. « Bienvenue à la maison. » Par la fenêtre de la chambre, la douce lumière du soir entrait, dorée et chaude. Sur les genoux de Cali, Rosie semblait sourire avec ses lèvres rouges cousues. Et dans le cœur de Jacques, pour la première fois en 3 ans, il y avait une paix complète. La maison, autrefois vide, était maintenant pleine. Pleine d'espoir, de possibilités, d'amour. Pleine de ciel. L'automne arriva, colorant les arbres de nuances de rouge et d'or. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Jacques avait retrouvé Cali. 3 mois d'ajustement, de reconstruction, de formation d'une nouvelle routine avec patience et amour. La première semaine fut difficile. Cali oscillait entre des moments de joie d'avoir retrouvé son vrai père et des moments de tristesse de manquer Mara et Walt. Jacques remarquait quand elle devenait silencieuse, serrant Rosie, regardant par la fenêtre avec des yeux lointains. « Il te manque ?» lui demanda-t-il un jour. Elle hocha simplement la tête, sans mots. « Nous pouvons leur rendre visite aujourd'hui si tu veux. » Son visage s'illumina. « Vraiment ? » ?»« Bien sûr. J'ai promis qu'il ferait toujours partie de ta vie. Tu te souviens ?» Jacques tint cette promesse. Non seulement il autorisa des visites fréquentes, mais il les encouragea, préservant le lien de Cali avec le couple qu'il avait élevé pendant 3 ans. Étonnamment pour beaucoup, y compris le juge qui finalisa le retour de Cali auprès de son père biologique, Jacques ne porta jamais plainte contre Mara ou Walt. Ils l'ont trouvé perdu et l'ont aimé, dit-il à son avocat, qui insistait pour engager des poursuites pour recel de mineurs. Je ne vais pas ruiner la vie des gens qui ont sauvé ma fille. Au lieu de cela, Jacques fit quelque chose d'inattendu. Il les aida financièrement. Walt trouva un emploi dans l'une des entreprises de construction recommandées par Jacques, mais le salaire de départ était modeste. Jacques proposa une aide pour qu'il puisse déménager dans un meilleur appartement, plus proche de sa propre maison, facilitant les visites de Cali. « Nous ne pouvons pas accepter », refusa d'abord Walt, l'orgueil blessé. « Nous avons déjà pris votre fille pendant 3 ans. »« Vous n'avez rien pris », répondit Jacques. « Je propose cela pour Cali, pour qu'elle puisse avoir tout le monde qu'elle aime près d'elle. » La douce persistance de Jacques finit par user la résistance du couple. Ils trouvèrent un modeste appartement de 2 chambres à seulement 10 minutes de la maison de Jacques, assez d'espace pour que Cali se sente chez elle lors des visites. « La 2e chambre est pour toi », dit Mara à la fille en lui montrant le nouvel endroit. « Pour que tu aies une place chaque fois que tu restes avec nous. » Cela devint une partie de la routine. Cali passait la plupart de son temps avec Jacques, mais dormait chez Mara et Walt 2 fois par semaine. Elle avait des vêtements, des jouets et des livres dans les 2 maisons. Avec le temps, cet arrangement inhabituel commença à sembler normal. La transition vers une nouvelle école prit aussi du temps. Jacques l'inscrivit dans une meilleure institution, plus proche de sa maison, mais maintint le contact avec son ancienne maîtresse et ses camarades de classe. Ils expliquèrent la situation au directeur et aux nouvelles enseignantes, qui furent compréhensives et aidèrent Cali à s'adapter. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demandait Jacques chaque après-midi quand il venait la chercher. Au début, ses réponses étaient brèves et timides. Au fil des semaines, elle devint plus bavarde, partageant des histoires sur de nouveaux amis, les cours d'art et le livre que sa maîtresse lisait à la classe. À la maison, Jacques transforma sa chambre en ciel qu'il avait promis. Il engagea un artiste pour peindre une fresque du système solaire au plafond, étoiles, planètes, comètes, toutes brillant dans le noir quand les lumières s'éteignaient. Cali adorait s'allonger dans son lit avant de dormir, contemplant son univers privé au-dessus d'elle. « Papa », dit-elle une nuit, le mot sonnant encore frais et expérimental sur ses lèvres. « Pourquoi m'as-tu cherché si longtemps ? Oncle Walt a dit que c'était très, très longtemps. » Jacques s'assit au bord du lit, choisissant soigneusement ses mots. « Parce que tu es une partie de moi », dit-il finalement. C'était comme si quelqu'un avait pris un morceau de mon cœur. Je ne pouvais pas vivre pleinement sans toi. Cali réfléchit à cela, ses yeux bleus reflétant les étoiles peintes au plafond.
Tante Mara a dit qu'ils m'avaient cherché aussi quand je me suis perdu, mais ils ne m'ont jamais trouvé. Ils t'ont trouvé d'une manière différente, dit Jacques doucement. Et ils ont très bien pris soin de toi. C'est pourquoi ils seront toujours ta famille aussi. Cette acceptation, ce respect mutuel entre les adultes, fit toute la différence. Callie n'eut jamais à choisir entre Jacques et le couple qui l'avait élevé. Elle ne fut jamais forcée de rejeter un passé pour en embrasser un autre. Au lieu de cela, elle fut encouragée à tisser toutes les parties de son histoire en un récit unique et spécial. Pendant les premières vacances après leur retrouvaille, tout le monde s'efforça de créer de nouvelles traditions. Pour le 7e anniversaire de Callie, ils organisèrent 2 fêtes, une chez Jacques et une chez Mara et Walt. À Noël, Callie ouvrit des cadeaux sous le sapin chez son père le matin et dîna avec sa tante et son oncle le soir. Le réveillon du Nouvel An, ils le célébrèrent ensemble. « Je n'aurais jamais cru que ce soit possible », dit Mara à Jacques lors d'un de ces rassemblements, regardant Callie et Walt assembler un puzzle à la table à manger. « Je pensais que vous nous détesteriez. »« La haine n'apporterait que plus de douleur », répondit Jacques. « Pour nous tous, surtout pour Callie. » La sagesse de cette décision se manifestait chaque jour. Callie s'épanouissait, protégée par l'amour de 3 adultes qui plaçaient son bien-être au-dessus de tout. Ses notes à l'école s'améliorèrent. À la maison, elle dormait mieux, libérée des cauchemars qui l'avaient tourmentée les premiers jours après la révélation. Les professionnels consultés par Jacques, un pédiatre et une psychologue pour enfants, furent impressionnés par ses progrès. « Les enfants sont résilients », expliqua la psychologue, surtout quand ils se sentent en sécurité et ont de la constance. Et la sécurité était une chose dont Callie disposait en abondance. Elle savait qu'elle était aimée, soignée, valorisée. Elle savait qu'elle avait non pas une, mais 2 maisons où elle était la bienvenue. 2 familles qui se respectaient mutuellement. « As-tu pensé à te remarier ?» demanda Walt à Jacques un jour, alors qu'il regardait Callie et Mara planter des fleurs dans le petit jardin du nouvel appartement du couple. Jacques sourit, surpris par la question. « Pas vraiment. Pour l'instant, Callie est ma priorité. Elle a besoin d'une mère, commenta Walt. Non pas que tu ne suffises pas, mais... Je sais ce que tu veux dire. Mais elle a Mara. Et pour l'instant, cela semble suffire. » Le temps passa. Les saisons changèrent et Callie grandit. Les traumatismes du passé ne disparurent pas complètement. Parfois, elle se réveillait encore confuse, appelant Mara au milieu de la nuit. D'autres fois, elle paniquait si Jacques était en retard pour venir la chercher à l'école, craignant d'être à nouveau abandonnée. Mais ces moments devinrent moins fréquents, éclipsés par les jours heureux, les triomphes partagés et les nouveaux souvenirs formés. Un dimanche après-midi, Jacques emmena Callie dans un parc, pas le parc Riverside où elle avait disparu, mais un nouveau, plus proche de chez eux. Il s'assit sur un banc pendant qu'elle jouait sur la balançoire, son rire résonnant dans l'air. En regardant sa fille, Jacques ressentit une paix qu'il n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. Le vide qu'il avait porté pendant 3 ans était maintenant comblé, non seulement par la présence de Callie, mais par ce qu'ils avaient construit. Quelque chose de rare et de précieux, une famille élargie unie non par le sang ou l'obligation, mais par l'amour et le respect. Sur la balançoire, Callie montait de plus en plus haut, ses cheveux bruns volant au vent, son visage illuminé de joie. En sécurité. Aimé. Connu. Les liens entre eux n'étaient pas conventionnels, mais ils étaient réels et forts. Et surtout, ils resteraient, grandissant, évoluant, s'épanouissant, tout comme Callie elle-même. La pluie tapotait doucement aux fenêtres ce dimanche après-midi. Jacques et Callie avaient annulé leur sortie au zoo à cause du temps. Au lieu de cela, ils avaient décidé de rester à la maison, de regarder un film et de faire des cookies. C'était une journée parfaite pour se blottir sous une couverture avec du chocolat chaud et des histoires. Ils étaient dans le salon, Callie esquissant dans son nouveau carnet de dessin, Jacques lisant un livre, quand la fille demanda soudainement « Avais-je une maman ?» La question le prit au dépourvu. Durant tous les mois depuis qu'elle était venue vivre avec lui, elle n'avait jamais posé de questions sur sa mère. Jacques ferma lentement son livre. « Oui, tu en avais une, » dit-il, réfléchissant soigneusement à la façon de répondre. Elle s'appelait Hélène. Callie posa son crayon de couleur et le regarda avec des yeux si semblables aux siens. « Où est-elle » Jacques prit une profonde inspiration. Il s'était préparé à ce moment, mais c'était toujours difficile. « Ta maman est décédée quand tu es née, Callie. Il y a eu des complications pendant l'accouchement. » La fille absorba l'information avec un sérieux dépassant ses 7 ans. « Elle est morte pour que je puisse naître ?» Pas exactement, clarifia doucement Jacques. Elle est tombée malade très soudainement, et les médecins ont essayé de la sauver, mais ils n'ont pas pu.
ce n'était la faute de personne, surtout pas la tienne. Kelly hocha la tête, traitant l'information. As-tu des photos d'elle? Le cœur de Jacques battait la chamade. C'était comme si elle avait lu dans ses pensées. Oui, j'en ai, répondit-il. En fait, je pensais te les montrer. Je pense que tu es assez grande maintenant. Il se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Derrière quelques volumes, il sortit une boîte en bois rectangulaire, similaire à celle contenant Rosie, mais plus grande. Il la ramena et s'assit à côté de Kelly sur le canapé. C'est un album spécial, dit-il en ouvrant la boîte. Avec des photos de toi quand tu étais bébé et quelques-unes de ta maman. Je l'ai gardé pour quand tu serais plus grande. À l'intérieur se trouvait un album relié en cuir bleu marine avec les initiales CAC ou Kelly Ann Cooper gravées en or. Jacques l'ouvrit soigneusement. Sur la première page, une photo d'une jeune et belle femme aux longs cheveux bruns et aux yeux verts brillants. Voici Hélène. Ta mère, expliqua Jacques. Elle était photographe. Elle adorait prendre des photos de paysages, de couchers de soleil, de fleurs. Kelly regarda attentivement la photo, comme si elle voulait mémoriser chaque détail. Elle était jolie. Très, acquiesça Jacques en tournant la page suivante. Ça, c'est de notre mariage. Hélène portait une simple robe en dentelle blanche, ses cheveux en chignon lâche avec de petites fleurs. À côté d'elle, Jacques avait l'air nerveux et incroyablement heureux. Vous vous aimiez? Demanda Kelly. Énormément. C'était une romance éclair, mais intense. Nous nous sommes rencontrés quand elle a été engagée pour photographier l'un de mes projets d'architecture. 6 mois plus tard, nous étions mariés. Les pages suivantes montraient le couple dans divers contextes, à la plage, dans un parc, cuisinant ensemble. Hélène apparaissait enceinte sur les dernières photos, son ventre s'arrondissant, son sourire plus radieux à chaque fois. Elle était si heureuse que tu arrives, dit Jacques, la voix légèrement brisée. Elle a préparé ta chambre, choisi ton nom. Elle a fait Rosie à la main, juste pour toi. Ils arrivèrent aux photos de Kelly bébé, nouveau-né à l'hôpital enveloppé dans une couverture jaune, ses premiers bains, ses premières nourritures solides, sa première dent, ses premiers pas. C'est moi, demanda-t-elle en montrant une photo où elle avait environ 1 an, couverte de purée de petits pois. Jacques rit. Oui, tu détestais les petits pois. Tu les détestes toujours, d'après ce que je vois. Kelly sourit. Les petits pois, c'est dégoûtant. Ils continuèrent. Il y avait de nombreuses photos jusqu'à ce que Kelly ait 3 ans. Et puis, plus rien. Le reste des pages était vide, un vide symbolisant les 3 années perdues, le temps qu'ils avaient passé séparés. Jacques regarda sa fille passer ses doigts sur les pages vides, son expression pensive. « Pourquoi n'y a-t-il plus de photos ?» demanda-t-elle. « Parce que c'est à ce moment-là que nous nous sommes perdus, dit-il doucement. Je ne pouvais plus photographier ta croissance. » Kelly hocha la tête, comprenant. Elle resta silencieuse quelques instants, regardant toujours les pages vides. « Nous devons prendre de nouvelles photos, dit-elle avec détermination. Pour remplir cet album avec la nouvelle partie de notre histoire. » Jacques sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « Oui, nous le devons. Tu as absolument raison. »« On peut commencer aujourd'hui ?» demanda-t-elle, excitée. « Même s'il pleut, on peut le faire à l'intérieur. Nous en train de faire des cookies. »« Bien sûr, » dit Jacques en souriant à son enthousiasme. « Je vais chercher l'appareil photo. » Alors que Jacques se levait, Kelly continua de feuilleter l'album, souriant maintenant. « Tu sais, » dit-elle juste au moment où il quittait la pièce. « C'est un peu étrange. »« Qu'est-ce qui est étrange, ma puce ? » Avant, je n'avais que tante Mara et oncle Walt. Maintenant, j'ai 2 papas. Jacques s'arrêta, le cœur battant. 2 papas ? Oui. Oncle Walt m'a toujours dit de l'appeler papa. Et maintenant, il y a toi, mon vrai papa. Elle se tourna, le regardant avec ses yeux bleus si semblables aux siens. Puis-je t'appeler papa, ou veux-tu que je t'appelle Jacques ? C'était comme si tout l'air avait quitté la pièce. Jacques sentit les larmes lui monter aux yeux. Depuis leur retrouvaille, Kelly l'avait toujours appelé par son prénom. Il avait choisi de ne pas la presser, lui laissant le temps de s'adapter. Maintenant, soudainement, « J'adorerais que tu m'appelles papa », réussit-il à dire, la voix tremblante d'émotion. Kelly sourit, ce sourire radieux qui faisait toujours fondre son cœur. « D'accord, alors ? Papa. » Le simple mot, juste 4 lettres, semblait plus précieux que n'importe quel bijou. Jacques traversa la pièce en 2 enjambées, s'agenouillant et attirant sa fille dans une étreinte douce mais serrée, comme si elle pouvait disparaître. « Je t'aime tellement » murmura-t-il dans ses cheveux.
Je t'aime aussi, papa, répondit-elle, ses bras fins s'enroulant autour de son cou. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés sur le canapé avec l'album ouvert sur les genoux de Callie. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur de cette maison, un soleil privé brillait de mille feux. Un soleil fait de réconciliation, de guérison et d'amour renouvelé. Quand ils se lâchèrent enfin, Jacques essuya discrètement ses yeux. « Je vais chercher l'appareil photo. Ensuite, nous pourrons faire ces cookies, d'accord ? Avec des pépites de chocolat. Beaucoup de pépites de chocolat. » Promit-il. Alors que Jacques quittait la pièce, Callie retourna examiner l'album photo. Elle toucha la photo d'Hélène, puis les pages blanches. Un petit sourire entendu apparut sur ses lèvres, comme si, à 7 ans, elle comprenait quelque chose de profond sur la vie, la perte et les nouveaux départs. L'album vide ne symbolisait plus seulement les années perdues. Il était devenu une promesse d'avenir, un espace attendant d'être rempli de nouveaux souvenirs, de nouvelles joies, la continuation d'une histoire qui refusait de se terminer. Le jardin était en fête. Roses, marguerites et tournesols remplissaient les parterres que Jacques et Callie avaient plantés ensemble des mois auparavant. Sous le pommier, des tables avec des nappes colorées, des arrangements de fleurs sauvages et des ballons jaunes et bleus se balançaient dans la chaude brise d'été. Une bannière faite à la main disait « Joyeux anniversaire de retrouvailles ». Une année entière s'était écoulée. Une année depuis que Jacques et Callie étaient redevenus père et fille. Pour commémorer la date, Jacques organisa une fête simple mais significative. Il ne voulait rien d'extravagant, juste les personnes chères, de la bonne nourriture et une chance de remercier pour le miracle qui avait changé leur vie. Mara et Walt furent les premiers à arriver, portant un grand gâteau au chocolat avec un glaçage bleu, un rappel de cette première rencontre à la boulangerie. Le visage de Callie s'illumina en les voyant. Bientôt, voisins, camarades de classe et amis de l'école arrivèrent, y compris l'enseignante qui l'avait aidé à s'adapter. Des conversations animées et des rires remplirent l'après-midi parfumé. Les enfants couraient entre les parterres de fleurs, évitant soigneusement les fleurs. La table des desserts débordait de cupcakes, de tartes et de cookies, beaucoup préparés par Callie elle-même, fière de ses nouvelles compétences en pâtisserie. Jacques observait tout depuis le porche, un sentiment de plénitude réchauffant son cœur. Sa maison, autrefois si vide et silencieuse, débordait maintenant de vie. Il sourit à la vue de Walt s'occupant du barbecue, Mara arrangeant les desserts. Au cours des derniers mois, ils avaient formé un partenariat improbable mais authentique, uni par l'amour pour la petite fille en robe jaune. « Tout est parfait », dit Mara en s'approchant avec 2 verres de limonade. « Ce ne serait pas possible sans vous », répondit sincèrement Jacques. Callie traversa la pelouse en courant, Rosie serrée contre sa poitrine. Sa robe jaune flottait comme des ailes de papillon. Elle s'arrêtait ici et là, présentant sa poupée aux invités, expliquant fièrement que Rosie était spéciale, fabriquée par une mère qu'elle n'avait jamais connue. Alors que le soleil commençait à se coucher, tout le monde se rassembla pour chanter « Joyeux anniversaire ». Le visage de Callie brillait à la lueur des bougies, ses yeux bleus reflétant la flamme dorée. Après qu'ils eurent coupé le gâteau, pendant que les invités discutaient joyeusement, elle tira sur la manche de Jacques, le regardant avec cette expression sérieuse qu'elle avait parfois. « Papa, dit-elle, le mot coulant maintenant naturellement. Puis-je te dire quelque chose ?» Jacques s'agenouilla à sa hauteur. « Bien sûr, princesse. » Callie prit doucement son visage entre ses petites mains. « J'ai 2 noms, 2 maisons ?» Elle marqua une pause, ses yeux bleus fixés sur les siens, et tout cela, c'est de l'amour. Jacques sourit à travers des yeux remplis de larmes. Après toutes ces années, il n'avait pas seulement retrouvé sa fille. Il s'était retrouvé lui-même.